Dédicace Raymond si tu regardes cette vidéo. Bah moi les cheveux depuis que je les ai coupés et que je les ai plus, c'était ma signature fut un temps. Moi les 911 j'aime pas ça. Ouais. La E30 c'est l'apogée de la caisse classique des années 60. Bois. C'est bon l'eau. C'est important. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Ouais. Il reste quoi en face de la E30? Rien. Et celui qui me dirait une 911, il peut aller se faire Les gens qui sont fans de montres, c'est des fans de voitures qui s'ignorent parce que c'est trop bien. J'étais un V8. Est-ce qu'on n'irait pas là, dis donc? On a digressé. Je suis ravi de t'avoir à nouveau. Oui. Enfin, de t'avoir à nouveau. Je suis pas censé dire de t'avoir à nouveau. Bah non, tu te trahis. Et je me trahis tout à fait. Mais je suis ravi, Armand, de t'avoir pour ce premier épisode de Café Racé. Trop bien. Ravi d'être là. Pour redonner un peu de contexte, évidemment, parce que premier épisode, forcément, un peu obligé aussi de remettre ça un peu en perspective. Mais moi, je voulais vraiment commencer avec toi, parce que, comme beaucoup de monde, je t'ai connu déjà sur YouTube. Ouais. Avec notamment Benzine, avec le contenu que tu fais avec eux. Pour l'anecdote, moi, c'était avec le contenu du Speed Shop. Ouais. Speed Shop que je regardais parce que je regardais beaucoup de vidéos de Renault Dauphine à l'époque. Bah oui. Parce qu'avant de refaire ça, je voulais refaire une Dauphine, une caisse tellement cool. Ouais. C'était la caisse de Loïc. La sienne, en plus, elle est un petit peu modifiée, même beaucoup modifiée. Ouais. C'est une chouette voiture. Ouais, très cool. Je suis content d'avoir présenté cette bagnole et peut-être d'avoir fait découvrir la Dauphine à quelques personnes, ce qui n'était pas ton cas. Alors moi, je la découvrais pas, mais je regardais pas mal de contenu dessus et du coup, je t'ai connu comme ça. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo de toi la première fois, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un truc dans ta diction. Enfin, je me suis dit, waouh, ce gars, il a quelque chose de très habité en fait. Tu vois. Moi, quand je parle de toi aujourd'hui, alors les choses ont fait qu'après, on a commencé un peu à se parler grâce à ce bel outil qui est Instagram. On s'est vu une fois, 2 fois. Mais au début, avant de tomber même sur ton Insta, je savais même pas en fait. J'avais pas forcément fait le lien Armand Rosalie machin. Et c'est Marie que tu connais qui m'a envoyé ton profil et qui m'avait dit ce gars-là, un jour, il va falloir que vous parliez. Parce que c'est sûr, vous allez être potes. Tu vois. Parce qu'on est tu disais le truc habité, on est des passionnés, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'on est mordus de ça. C'est ça. Ça devient presque maladif des fois. C'est une belle maladie, disons-le, franchement. Et du coup, de ce fait, forcément, à un moment, les chemins se croisent. Hein. Ouais, exactement. C'est clair. C'est ce qui nous est arrivé. Moi, du coup, j'ai appris un peu à te connaître aussi. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que maintenant qu'on se connaît un peu, qu'on se voit, que maintenant, en plus, on se retrouve dans un parking souterrain. Mec, ton spot est très cool. C'est bien, on se sent bien. Ouais. C'est pas juste un parking, tu vois, c'est un garage quand même. T'as mis le petit tapis, il y a des caisses cool, t'as fait ta petite déco, il y a du potentiel, c'est ça que je voulais dire. Il y a un petit truc, il y a une vibe. Il y a une vibe. T'as ce truc un peu, cette passion dévorante, je crois que c'est le terme que tu utilises quand tu te présentes sur ta chaîne YouTube d'ailleurs. Ouais, exact. Et moi je te vois vraiment comme un mec en fait qui tente plein de trucs, tu vois. T'es un passionné, mais genre juste, t'es pas genre, t'es passionné et basta, genre tu cherches à vivre de ta passion. C'est l'idée. Et on atterrit justement sur la thématique de Café Racé. Justement, l'objectif, tu vois, c'est de mettre en lumière des passionnés qui ont passé ce cap, en fait, et qui ont, à un moment, entrepris, tu vois. Bien sûr. Alors que ce soit des tentatives, que ce soit des projets qui tournent encore. On va parler beaucoup de tentatives, là, je pense, pour le moment. Ça n'a pas une réussite en tant que telle. Ouais. Aujourd'hui, je ne vis pas du tout de la passion de l'automobile, mais je m'en nourris pour essayer d'en vivre. Donc, c'est ça. Mais mais tu dis passion dévorante, c'est vrai que j'emploie ce terme-là parce que vraiment je le vois comme une maladie qui te dévore, tu vois, un truc qui c'est en toi quoi et c'est gravé dans ta vie, t'as envie que de ça, c'est que de vivre de ta passion et il y a des gens qui ont des chemins de vie, des schémas, tu sais, avoir une maison, avoir des enfants, être propriétaire d'une maison, moi je m'en fiche. Enfin, là en ce moment je regarde les caravanes, j'ai une recherche sauvegardée sur le Bon Coin où j'ai envie de me péter une grosse 2 essieux dans mon atelier et vivre dans mon atelier, réaliser le rêve de gosse, de taxi 1, tu sais les mecs qui vivent dans leurs ateliers. Et c'est là où c'est dévorant, c'est que du coup tu te fais manger par le truc et ça te rend presque un peu des fois marginal, où tu as des idées, des trucs où tu te dis putain en fait dans la société je suis pas normal parce que je rêve de trucs qui sont débiles. Tout ça pour pouvoir accéder à soit s'acheter des voitures cool, soit avoir du budget pour pouvoir rouler avec tes voitures cool. Moi, je vois plus ça comme ça depuis quelques années. T'as commencé, je crois, le premier projet que tu lances, c'est un média, un média. Vago. Tu te lances ensuite avec l'activité que tout bon passionné automobile se tente de faire et qui est franchement compliquée, je pense, pour bien des raisons aujourd'hui, d'avoir un atelier. Ouais, un petit atelier de mécanique spécialisé BMW. Évidemment, mais ça on en parlera après. Tu vas nous redire en détail, Et après, là plus récemment aussi, t'as participé, t'as rejoint un média existant. Ouais, c'est ça. On a créé un média depuis une page Instagram en fait. Ouais, donc Machinistique du coup. Machinistique.
Et donc projet qui s'est arrêté. Qui s'est arrêté là il y a un an. Et pareil, ça je pense que c'est hyper intéressant que tu en parles parce que ça fait aussi partie de l'aventure, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là plus récemment, et ça c'est plus le truc un peu ouvert où là tu te lances, ça y est, c'est nouveau. Je me suis ouvert une chaîne YouTube en nom propre un peu, tu vois, je l'ai appelé Armand. Il n'y a pas de médias derrière, il n'y a rien, c'est ce que je fais et ce que j'ai envie de montrer. Quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Plus de liberté peut-être. Ok. Ou pas, mais en tout cas qui m'appartient. C'est la première fois que je fais un projet seul. On en reparlera après aussi. Mais il y a une volonté aussi, je pense. On verra. De toute façon, au fur et à mesure de ce que tu vas raconter. L'idée, c'est ça en fait. C'est vraiment que des gens qui te suivent, parce que t'es quand même pas mal suivi. J'ai pas une très grosse audience en termes de. Je discutais avec quelqu'un là dans la semaine qui me disait putain, t'as pas énormément d'abonnés. Ma chaîne YouTube, elle débute. Sur Instagram, là, à l'heure où on se parle, il y a moins de 5000 abonnés. C'est pas énorme. Après, tu mets 5000 personnes dans une pièce, ça fait du monde, tu vois. Mais même ici, là, c'est le bordel. C'est compliqué, là. Là, c'est chaud. Et mais rien que 100 personnes, déjà, quelqu'un qui a 100 abonnés, qui sont très engagés. En fait, le truc, moi, avec ces 5000 personnes, c'est que j'ai l'impression que je discute avec tous. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'interactions. Ma boîte de DM, tous les jours, elle est assez remplie. Et je vois que quand je sors quelque chose, c'est suivi, s'engager, c'est le terme de toute manière, l'engagement là. Et ça me plaît bien justement d'avoir. Toi, j'ai pas envie d'avoir. J'aimerais bien que ça grossisse forcément parce que plus ça grossit, plus tu peux faire des gros projets. Bah c'est clair, ouais. Mais là, comme ça, je trouve que c'est chouette, ça fait un peu la petite famille, tu vois. Toi, t'as certains youtubeurs qui appellent leur communauté la famille ou quoi. Non, mais c'est ça. Je le ferai pas parce que bon voilà, mais. Et moi, je pense que tous les gens qui vont regarder ce contenu ou l'écouter, c'est aussi parce que y a un intérêt pour aussi te voir sous un autre angle. Bien sûr. Parce que forcément, il y a plein de trucs que tu partages, mais il y a plein de trucs qu'on sait pas, tu vois. Et je trouve clairement. ça cool d'avoir ce côté un peu coulisses de toi et quelque part, tu vois, de permettre à des gens qui ont peut-être se posent des questions sur des trucs que tu as fait. Mais clairement. Peut-être même certains qui n'osent pas te parler du fait que tu es local, par exemple, des trucs comme ça. J'ai fait un live il y a pas longtemps sur Instagram. Je remontais ma mobilette vite fait là. Et ça a duré 2 heures, je crois, le live, parce que j'étais long à la remonter, parce que justement, je discutais. Et j'avais plein de questions, putain, mais ça, je pensais que les gens étaient au courant, ou... Tu vois, dernièrement, Lorenzo m'a prêté une Ducati, il y a plein qui pensaient que j'avais acheté une deuxième Ducati. J'ai pas encore les moyens d'en avoir 2, tu vois, donc j'étais en mode non, et tout. Et même des questions, il y a des gens qui pensent que je fais encore machinistique, parce que on en reparlera après, mais tu vois, il y a toujours des trucs machinistiques dans mon atelier, des autocollants, des machins, donc les gens pensent que... Comme si quand t'as arrêté, c'est comme si c'était un divorce difficile, tu dois tout déchirer. Ben non, je suis fier de ce qui a été fait, et c'est toujours affiché. Et ouais, donc le but du podcast là, c'est cool de pouvoir un peu en discuter et tout. Ça va être bien. Alors, vous excuserez, déjà c'est le premier épisode, donc forcément il y a des petits trucs peut-être à rôder. Mais il n'y a pas de script particulier, on a des thématiques en fait avec Armand, et en fait le but c'est que ce soit le plus possible essayer de capter une discussion qu'on aurait, comme on a tous, alors les passionnés, vous allez vous retrouver, tous ceux qui vont à des événements auto, notamment la conversation que tu as autour d'un café, autour d'une voiture, et quelque chose d'assez simple, un bon moment en fait, tu vois, juste où on discute. On est comme dans un bon Uber, en plus tu as amené de l'eau, des petits bonbons, je pense on est presque mieux qu'au café. Franchement, il n'y a pas de serveur qui fait la gueule, tu vois, on est bien là. On est bien, on est entre nous, le cadre est cool, on a 2 belles autos, une moto sympa. Et donc pour commencer, très simple, l'exercice... peut-être pas. T'en redoutais. Déjà pour me définir, ce qu'on a dit juste avant, que je sois un passionné maladif, avec une passion qui me dévore, tu vois, je trouve que ça correspond bien et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Et j'ai grandi à la campagne et je pense que c'est un peu les prémices de tout ça, c'est que j'ai grandi en Bourgogne, c'est un peu je suis à 1h30 de Paris, tu vois, vraiment dans le nord de la Bourgogne, mais coin un petit peu paumé et du coup tout le temps être obligé de se déplacer avec des bagnoles. Et depuis que je suis gamin, apparemment, je suis matrixé par les voitures. Mais j'en discute de temps en temps. Ma grand-mère me dit les trajets pour te ramener quand j'avais passé le week-end chez eux, il y a 45 minutes de voiture. C'était horrible parce que toutes les voitures qui passaient, je dis ça c'est une ça, ça c'est une ça. T'avais quel âge là, tu penses? Je sais pas, j'avais 3-4 ans, je parlais à peine. Et les premiers mots, comme tout le monde, il y a eu les papas, les mamans. Mais mon père, il avait... M3E30 après. Non, mon père avait une 325 IE30, enfin mes parents. Et apparemment, déjà petit, c'était la BM. On avait un Range Rover, je le disais super mal, mais c'était le Range Rover. Je ferai pas l'imitation de comment je le dis, parce que je suis incapable de le faire tellement c'est merdique. Mais ouais, j'étais très très fan de voitures. Et très vite, mes parents ont vu que j'aimais bien. Mon père, il est plutôt passionné, tu vois, il a 2-3 vieilles bagnoles aussi, etc. C'est pas la même passion que moi, dans le sens où lui, il a plein de passions différentes.
C'est ce que j'allais dire, il y a quand même une base, tu vois. Parce Ouais, que déjà, ouais. tu dis que ton père, il avait une 325. Ouais. Alors à l'époque, c'était peut-être un peu moins un truc de passionné, mais quand même, tu Quand vois. il genre, l'a acheté, c'était plus. On n'a pas le même rapport à l'automobile avec lui. Ouais. Lui, il achète un peu des voitures pour. Je pense, ça le fait kiffer, mais c'est l'objet, un peu le statut, tu vois. Genre. Plus l'image, quoi. Ouais, et la 35i, quand il l'a acheté, elle était encore commercialisée, la E30, tu vois, ça devait être tout début des E36, il l'a acheté fin des années 80, début des années 90. Début des années 90. Ouais. Et c'était encore une caisse qui était dans le coup, mais oui, en effet, je suis né en 95, j'ai 30 ans, et la bascule. Aïe, la trentaine. Ouais, j'ai grandi avec cette voiture jusqu'en 2008. On verra, on en reparlera après, mais ça m'a marqué vraiment beaucoup. Et moi, cette voiture, je l'ai connue, c'était une voiture de gitan et ça valait que dalle, quoi. Ça avait pas les mêmes images à l'époque. Ça avait pas le même image. Sûr, mais ça. pour mon père, c'est marrant parce qu'on a grandi dans cet imaginaire où pour lui, il la voyait pas vieillir, je pense, la voiture. Et pour lui, c'était toujours la grosse BM, quoi. Ouais. Alors que bon, ouais, en 2008, il y avait déjà les E92, tu vois, 90, je crois, et elle était démodée de fou, et elle était rincée. Mais bon, du coup, depuis gamin, bien passionné de bagnole, mais mais pas trop de caisses anciennes, bizarrement. Ouais. Je pense, tu vois, mes potes, c'était très les Evo, on achetait ces trucs-là, donc les supercars, etc. Toujours bien aimé un peu toutes les caisses, j'ai des bons souvenirs de magazines que j'ai toujours, Mercedes C63, Match M3 92, tout ça. Et ça me plaisait, et je m'imaginais un peu conduire ces caisses, enfin, tu vois, un bon gamin fan de bagnole. Maternelle, jouer à taxi dans la cour, j'imaginais que j'avais le taxi. Fast and Furious, je l'ai vu très tard pourtant, tu vois. Ah ouais Ouais, je l'ai vu, j'étais ado le premier. Ok. Mais Taxi 1, je l'ai vu dès gamin. Ouais. J'avais 5 ans quand c'est sorti. Et ça, je l'ai vu en maternelle. Je sais que j'étais déjà fan de Taxi, de ce genre de film. Donc je sais que tout cet univers-là, ça m'a un peu construit en tant que passionné. Je me disais, ah, c'est cool d'avoir une caisse, tu peux vivre des trucs exceptionnels, etc. Et après, tout est venu un peu avec ma mobilette et tous les projets dont on va parler après. Je trouve ça qu'il part de la mobilette. Il y a vraiment une suite logique avec. Elle s'appelle Raymonde. Ouais. Mobilette. Dédicace Raymonde si tu regardes cette vidéo. Ah bah je suis capable de lui mettre une tablette et de lui dire regarde, écoute le podcast. Ouais, tu lui parles, j'en suis sûr. Ouais, mais c'est sûr, bah oui. Et cette mobilette, j'ai eu à mes 14 ans. Je rêvais d'une Aprilia RS50. Tu vois, pour moi, c'était genre la 50 à avoir. Ouais. Ma mère était opposée à ce que j'ai un 2 roues. Alors imagine, je lui montrais les photos d'Aprilia RS50, elle me disait non. Après, ça a quand même une tête un peu. C'est énervé. C'est évocateur, quoi. Ouais. Genre... Moi, je la voyais quitter et tout dans ma tête. Je me disais, je vais voir ça, je vais torcher tout le monde. Et bon, ça s'est pas fait. J'ai eu une mobilette bleue que j'étais déterré dans une ferme qui était enterrée jusqu'au moyeu, dans de la terre. Et une mob qui m'a été promise à mes 10 ans, 10-11 ans, on jouait à cache-cache et je suis tombé dessus. Ouais. Je vais en parler au proprio qui était des amis de mes parents, Bernard, qui est plus de ce monde, mais c'est grâce à lui aussi tout ça finalement. Et il me dit, bah vas-y, je te la file à tes 14 ans. Et donc à mes 14 ans, j'ai pris l'express de mon daron, avec mon daron qui conduisait, on allait chercher la mobilette. Du coup, t'as contourné le truc de ta mère voulait pas que tu sois en 2 roues, c'est quand même passé la mobilette. C'est passé parce qu'à la base, j'avais pas le BSR, rien, et c'était en mode, c'est un projet mécanique. Parce qu'en fait, je retapais des tondeuses avec mon père, tu vois, ce genre de truc. Mon père, on n'a jamais eu une tondeuse, on avait un grand terrain, et on n'a jamais eu une tondeuse neuve. On allait à la déchetterie, il récupérait 3-4 tondeuses, on arrivait, on démontait, on récupérait la lame de coupe d'une, le moteur de l'autre, tu vois. Il en fallait une avec un moteur Breguet Stratum, tu vois. Il avait ses principes. Ah, ok. Et on montait les trucs et on se faisait une tondeuse. On avait toujours des tondeuses pourries, mais jamais il a mis 1 euro dans une tondeuse, quoi. Ouais, c'était en mode. Parce que c'était pas un achat qui valait la peine pour lui et surtout parce qu'en fait tu peux faire à la débrouille. Mais ouais, c'est ça. Ça reste une tondeuse, c'est un truc qui coupe l'herbe, quoi. Finalement. C'est ça. Et donc, puis je pense lui, ça l'amusait un peu, tu vois, de se dire, je fais cette économie-là voilà, bon, bref. Et du coup, j'ai des souvenirs où avec mon père, on bricole des tondeuses, des machins. Je bricolais déjà pas mal. Je l'ai fait un peu après le vélo, mais je m'étais fait un vélo de 3 mètres de long parce que j'étais fan de Sons of Anarchy quand on était au lycée, tu vois. Bref, donc ça bricolait des trucs. À la base, je voulais un vélo. Putain, je vais dégraisser sur le vélo aussi. Pas grave. Je voulais un vélo, tu sais, style lowrider. Je lisais Freeway, les magazines Harley Davidson quand j'étais ado. Exactement. Je lisais un peu tout. Hein. Je lisais Moto et Motard, Freeway, j'achetais Auto Rétro, Evo. Je me nourrissais un peu de tout. Dans Freeway, je tombe sur des photos je crois que c'était à Milwaukee, un rasso, et je vois des ados, genre mon âge, sur des vélos mais méga stylés, tu sais, genre un peu lowrider, les trucs dans les Tupac, tu vois. Ouais. Je fais putain, genre les fat guidons et tout. Ouais. Un peu, ouais. Et je me dis putain, je veux ça, c'est Electra, la marque aussi, qui fait des trucs comme ça, tu sais, avec les roues avec plein de rayons. Je me dis putain, c'est chambé, j'en veux un et tout. Puis j'ai toujours écouté beaucoup de rock, donc je me voyais bien, tu sais, écouter du rock là-dessus et tout. Je dis putain, ça va être le feu. Puis bon, j'ai été rattrapé par une réalité, c'est que des vélos comme ça vaut 2-3 000 balles. Ouais. Et donc dans ce freeway, je tombe aussi sur une photo où je vois des gamins qui s'en sont fabriqués. Et du coup, je suis allé chez le plombier au bout du hameau où j'habitais qui m'a filé 4 mètres de tube de chauffage. J'ai coupé en 2. J'ai fait ça fait 2 mètres. Donc la fourche va faire 2 mètres. Et j'ai récupéré un cadre de VTT à la déchetterie que j'étais récupéré avec ma mobilette.
On a coupé le cadre, allongé le cadre, abaissé, et je me suis fait un vélo de 3 mètres de long. Bref, tu vois, que des bricoles comme ça. Faut que tu sortes des photos par contre. Je t'enverrai la photo du vélo. Elle est encadrée dans. Je me suis fait un mur de cadre dans mon atelier. Et elle est encadrée, j'ai une dégaine dessus, incroyable. Et donc j'ai refait ma mobilette pour revenir à ça. De là. Du coup, c'était ton truc, t'avais besoin de ton déplaçoir en fait. Ouais, mais à la base, c'était juste, je la retape et je roulerai jamais avec. Ouais. Bon, je me doutais bien qu'elle allait craquer, tu vois. Tu l'as vendu comme ça, absolument. Et t'as été smart. Mais elle a mis 1 an à craquer. Hein. La mobilette, je l'ai refait, c'était un summer project en soi. Je l'ai fait en un été. Donc repeinte chez un pro, mais je l'avais amené caché. Il y a plein de trucs que j'avais pas démontés. Elle est, en vrai, quand tu la vois, et puis maintenant elle est un peu fatiguée par la vie, parce que ça fait 15 ans que je roule avec. Je roule toujours avec. Et elle est fatiguée de fou. Et puis j'ai beaucoup roulé avec ma mobilette quand on était ado. Et je prenais tout le temps en photo ce que je faisais. Mais la mécanique, les balades, j'ai découvert plein de petits hameaux. Je pense que dans mon groupe de potes, je suis le gars qui connaît le plus toutes les petites routes autour de chez moi, tu vois. Et j'y suis retourné vivre, j'y habite actuellement. Je connais vraiment plein de spots parce que je les ai fait en mobilette, j'ai poncé, je partais l'hiver, je mettais une écharpe. Et je roulais en meuble, je prenais des photos, je roulais dans la neige, enfin je kiffais ça. Photo parce que vraiment, création, tu voulais genre... Et ben à l'époque, plus pour toi, pour te rappeler le truc ou pour... Non, justement, ma seule motivation c'était d'avoir des belles photos et j'avais des posts sur des forums et je partageais mes week-ends sur des forums. Et du coup, c'est pour ça que je dis tous mes projets dont on va parler après sûrement, de médias et tout est venu de là où en fait, c'était d'un coup complet. Où j'ai retapé ma mobilette, je faisais ma mécanique dessus. J'avais un véhicule très atypique, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout la mode, on est en 2009, 2010. C'était pas du tout la mode d'avoir une mob comme ça, tu vois, c'est ringard de fou. En fait, c'était stylé, mais aux yeux de... T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans, 14, 15 ans. Je l'ai eu, mais je l'ai roulé à 15 ans, ouais, c'est ça. T'étais au collège. Et ouais, donc limite, t'avais plus la cote auprès des parents de tes potes, quoi, tu vois. Genre. Mais clairement, tous les anciens dans la rue, ils étaient en mode, mais c'est un extraterrestre. C'est ça, c'est mon enfance et tout. J'étais en mode, c'est la mienne maintenant aussi, tu vois, je m'approprie votre truc. Et ouais, je partais les week-ends, et l'idée c'était de faire des photos. Je roulais, je me faisais des petites missions, tiens, je vais aller là. Et pareil, des photos de ma mobilette, j'en ai un paquet, mais il y avait déjà ce truc d'essayer d'avoir une image, mettre du grain et tout. C'était hyper abstrait, je pense, à ce moment-là pour moi, mais j'essayais d'avoir des photos stylées, de ma petite signature, et je balançais sur des forums, et j'écrivais quelques paragraphes. Tiens, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça. J'essayais de faire un peu... Ouais, j'aime bien lire, je lis moins qu'avant. Enfin, il y a les téléphones et tout. Ouais. Mais à l'époque, je lisais pas mal, des romans, des trucs, enfin, je lisais plein de trucs, et donc j'aimais bien romancer mes week-ends sur les forums. Et je lisais beaucoup aussi les blogs genre Stanceworks, Speed Hunters, ces trucs-là où j'aimais bien, justement, ça racontait toujours l'histoire du shooting ou du montage de la caisse et comment le gars il en arrivait là. Et je me disais, c'est cool avec des belles. Et les photos c'était déjà beau, tu vois. Je me disais, putain, les mecs sont forts. Donc je faisais un peu ça, j'avais un petit Kodak compact, numérique là, et je faisais mes photos comme ça. Et de là, après, j'aurais pu me dire que j'allais. En gros, j'étais plutôt bon à l'école, sans foutre grand chose. C'était quoi ton cursus, toi, à l'école? T'étais scientifique? Ouais, j'ai fait un bac SSI, sciences de l'ingénieur. Ok. Et après, j'ai poussé jusqu'à un bac plus 5. Ouais. Je suis pas très bon en maths. Du coup, j'ai pas pu faire une école d'ingé. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais en fait, je suis plutôt enfin, j'étais bon physique, chimie et sciences de l'ingénieur, j'avais des très bonnes notes. Et c'est très bizarre, tu vois, tous les trucs de mécanique, etc. T'as un peu deux approches. C'est soit tu fais une approche un peu empirique, basée sur tes connaissances, tu fais des tests et ça fonctionne. Soit tu fais des calculs. Les calculs, j'étais une quiche. Donc moi, j'ai toujours fait un peu... Les torseurs. Ouais. Quel cauchemar. Je vois que tu connais aussi. Ce qui est au final pas compliqué, mais la première fois que j'ai vu ça, les torseurs, j'ai dit putain... C'est infernal. Pour ceux qui connaissent pas rapidement, en gros, c'est des maths appliquées à la mécanique. Donc c'est de la résistance des matériaux, calculer des efforts, calculer des trucs. Sur le papier, ça, tous les passionnés de mécanique qui nous entendent, on a tous voulu, tu vois, un peu avoir ce truc de genre, j'aimerais moi créer des moteurs, créer des trucs, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe. Ouais. Bon, après, j'ai poussé ça dans mes études et c'est plutôt cool. Mais et justement, donc arrivé en terminale, moi, je me tâtais à faire un CAP mécanique, quoi. Mon kiff, c'est la bagnole, la photo. Moins la conception, plus la bricole, en fait, tu vois. Bah, la conception me plaisait aussi, parce que tu vois, j'aimais bien fabriquer des trucs. Je faisais du modélisme ferroviaire aussi. Avec mon père, on avait un gros train électrique. Et donc un peu électricité. Tu vois, j'aimais bien tous ces trucs-là quand même. Mais j'aimais bien les bagnoles aussi. Je me disais, en faisant ça, je me disais peut-être je vais pouvoir aller bosser dans l'industrie automobile. Puis tu te rends compte qu'en fait, si tu es ingénieur dans l'industrie automobile, tu es dans un open space et tu vas gratter une pièce pendant 1000 heures pour gagner 1 centime sur la prod. Tu vois, enfin, je me dis en fait, on est très loin du truc. Je suis pas assez bon en maths pour aller dans une école d'ingé, aller taper des grosses boîtes et avoir peut-être un poste intéressant. Il y a aussi cette réalité-là, tu vois. Donc j'ai fait un master, j'ai bossé à la SNCF, j'ai fait plein de trucs. Du coup, je bossais en tant qu'ingénieur. J'ai toujours eu des contrats de travail en tant qu'ingénieur.
T'étais pas en Bourgogne à ce moment-là? Non, j'ai bougé à Strasbourg. Ok. À Strasbourg, c'était très cool d'ailleurs. Attends, je vais me perdre. Je sais pas si c'est clair là tout ce que je raconte. Si, c'est très Dites-nous en clair. commentaire si je suis clair Absolument. aussi. Armand, tu es clair. Tu es clair. Ouais, bah du coup, donc j'ai fait mon bac SSI. Et putain, c'est le CV de l'artiste quoi. Et je suis parti, j'ai fait un DUT à Orléans, génie méca. Donc pareil, t'apprends à tourner des pièces et tout. Pendant lequel j'ai préparé, putain, c'est vrai que j'ai fait ça. J'ai préparé une 4L. Et, quand même, tu vois. j'ai fait le 4L Trophy. Et Avec, genre, vous faisiez l'usinage et tout, du coup? on avait fait quelques pièces, ouais. Pour eux, je l'avais rehaussé, donc on avait fait des supports moteurs pour descendre le moteur, un peu Ouais. comme dans l'Audi Quattro et tout. Tu vois, je m'étais Ouais. inspiré de ça. Tu voulais quoi? Tu voulais baisser le centre de gravité, en gros? Je voulais pas que les cardans travaillent trop comme ça. Ah, ok, donc ça, oui, c'était Ouais. plus pour la l'usure. mécanique. Ouais. Ok, plus pour- ok. Et au final, on l'a rehaussé, mais on a mis une tôle de blindage. J'ai fait le cochon. Ça, c'est toujours mon problème actuellement quand je fais des conceptions. J'aime bien la grosse tôle. Ouais. J'avais fait un truc en tôle de 6 mm. Ouais. Pour sous le moteur. Donc c'est très épais, très lourd. Et la 4L, elle était dans le sol, ce qui me déplaisait pas, mais bon, rehaussé pour rien. Quoi. Et, Première expérience tuning déjà, au passage. ouais, mais elle était méga tuning parce qu'on était parti dans une DA. Donc pareil, là, photo, Facebook, tout documenté, je kiffais bien. Donc je faisais des gros posts sur Facebook, on expliquait tout. Et en fait, la caisse, c'est là où je l'ai rencontré un petit peu avant, Philippe, qui est un très bon ami, qui est, à ce moment-là, lui, il venait d'être en retraite, Ouais. technicien chez Citroën, donc tout ce qui Ok. est recherche de panne et tout dans une concession. Un féru de mécanique, pareil, il adore ça, quoi. Ouais, il venait d'être à la retraite, et je pense que j'ai été un prétexte aussi pour qu'il fasse des choses. Tu le rencontres où? Tu le rencontres à Strasbourg, c'est ça? Non, je le rencontre dans Lyon, chez Ok. mes parents. Là, j'étais à Orléans à ce moment-là. Je n'étais Ok. pas encore bougé à Strasbourg. Et là, je me suis mis une mission. En gros, on a refait la caisse. Je devais aller le voir pour un réglage. On avait acheté une 4L à 600 balles, une F4. En fait, elle était pourrie de rouille, mais vraiment, vraiment pourrie de rouille. Moteur mort. Moi, je l'avais pas vu, tu vois. Premier achat innocent, tu l'achètes 600 balles, t'achètes un prix, tu vois. En Ouais. fait, t'as une merde. Et Philippe, il me dit, ouais, tu passeras pour un réglage. Et je me revois, j'arrive, je rentre la voiture le matin, il me dit 8h. Philippe, c'est 8h, tu vois. Si t'es pas là à 8h, il te botte le cul, tu vois. Ouais. J'arrive à 8h et j'étais méga confiant, c'est un peu. Des fois, je discute avec des gens qui font de la mécanique vite fait. C'est un peu, ils bricolent des trucs. Et ils ont encore cette insouciance qui se traduit des fois un petit peu en arrogance de penser tout savoir, faire, etc. Et en fait, quand tu pratiques un peu la mécanique, tu comprends que t'es une merde. Et que la voiture, t'auras tout le temps. Mais que ça soit, tu vois, ça c'est. Je veux pas dire que c'est simple une Mini, mais c'est un moteur de 4L, sauf qu'il y a la boîte en dessous. Ça n'a rien de complexe. C'est basique. Ouais. Faire fonctionner un moteur de Mini, un moteur de mobilette ou un moteur de Ferrari, ça demande la même implication, la même organisation, la même rigueur. Ouais. Si t'es pas rigoureux, peu importe que ce soit un V12, un moteur de Mini ou de 4L ou un moteur de mobilette ou de T'en tireras tondeuse, pas le meilleur, quoi. tu vas faire de la merde. Ouais. Et moi, je suis arrivé avec toute cette arrogance de ouais, j'ai refait des mobilettes et tout. Ouais, c'est pareil. Il faut de l'air, de l'essence Ouais. et une étincelle, c'est bon. Et je me revois démonter le haillon arrière et me dire putain en fait il y a plus de vis que sur ma mobilette. Et donc là, ouais, fin de journée, la voiture rentre pour un réglage et on finit, il n'y a plus le moteur dans la voiture, la caisse est sortie du châssis Ouais. et je me retrouve avec une voiture en 3 éléments quoi. Plus tout le bordel autour. Et là, l'été, je bossais dans un entrepôt réfrigéré. J'y ai passé pas mal de ma thune du coup dans la 4L. Et en 6 mois, je rentrais les week-ends, j'allais chez Philippe, on se faisait le plan du week-end le vendredi soir, les samedis, les dimanches, on taffait la bagnole, je repartais le dimanche faire ma semaine à l'école, où j'avançais sur le projet en recherche de sponsors et tout. En fait, c'est là, je pense, ça a commencé aussi à prendre un pas un peu en mode se mettre des missions. Et je le fais avec du coup mon meilleur ami à l'époque qui était moins impliqué que moi, ce qui a créé quelques tensions d'ailleurs. Mais après, il y avait aussi la raison pratique, la caisse était chez moi, on l'avait acheté à deux. Quand je suis mis à la retaper, je voyais qu'il venait pas, je lui ai racheté sa part. Parce que je voulais pas d'histoire, pour moi c'était la solution la plus claire. Au final, je l'ai un peu blessé en faisant ça, bon, je l'ai su après. Donc je monte la caisse, on la repeint intérieur, extérieur. J'étais dans un délire où la 4L était habitée par un démon, enfin toute notre com était basée là-dessus. Donc c'était Marcel, la 4L, et tu vois, 4L Trophy, il n'y a que des jeux de mots de merde. Donc le L c'était HE2L. Et donc je la voulais rouge, tu vois, l'enfer. Et je me revois, je m'étais tapé une après-midi à appeler tous les fabricants de peinture, et c'était la marque, c'était Cardiste qui m'ait répondu oui. Tu sais, tout, c'était ouais, on a un reste de bleu, rose, vous voulez pas faire une 4L rose? Je dis non, moi je la veux rouge, métallisée. Et ah oui, je la voulais métallisée. Ah, mais il me disait, mais on va pas vous donner comme ça 5 litres de Camelot, gratos, parce que tu veux une prends ce qu'on te donne. Et je tombe sur une boîte dans le sud, et je sais pas si elle existe encore d'ailleurs, et c'était un métallisé, application directe. Tu sais, c'est pas verni et tout, genre comme un brillant direct, mais métallisé. J'avais amené ça à mon carrossier, il était en mode putain, génial. Carrossier qui m'a peint la bagnole gratos, je l'ai laissé 3 mois dans son showroom après. Et c'est toujours mon carrossier d'ailleurs actuellement, Gilles, très sympa. Et du coup, j'ai refait ma 4L et on allait au Maroc avec.
Et j'ai découvert aussi un truc, c'est que tu vois, il y a beaucoup de gens qui ils retapent leur voiture, après c'est leur bébé, faut plus l'abîmer et tout. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, là je vais devoir retaper ma E30, ils me disent oui, une fois qu'elle sera retapée, tu la rouleras plus comme tu roules. Je suis là, ça c'est qu'une question d'état d'esprit. Je me revois arriver dans le désert et dire, là on s'est fait chier pendant 6 mois, si on doit la brayer, c'est pas dans un rond-point dans la zone à Orléans ou quoi, où là ça fait chier. Si on doit faire des tonneaux, c'est dans le sable. Sur des dunes. Ouais. Et là, la caisse, on l'aura retapée, elle aura une histoire, tu vois. Ouais. Et on l'a roulée, mais comme des sacs. Elle a tenu, je l'ai revendue à une nana, et je sais où est la voiture, elle est en région parisienne, et on s'entretient encore de temps en temps. Son mec, il roule avec, il a mis un attelage, il a une Ducati de piste, et il va sur les circuits avec la 4L. Il y a un side pipes, c'est Philippe Bochet Citroën, donc il avait récupéré un intermédiaire d'AX qu'on avait coupé, donc il y a juste comment ça s'appelle, le résonateur, là, le truc que tu as au milieu de ta ligne d'échappement, qui est en latéral. On avait fait une sortie biseautée parce que je suis trop fan des Dodge Viper. Donc j'avais en gros collecteur, tube, le résonateur sous la porte et l'échappement qui sort. Je roulais comme ça, je l'ai vendu, elle a fait les 2 4L Trophy comme ça avec le side pipes. C'est un boucan du coup. C'est un boucan du diable. J'avais une main courante, j'allais bosser avec. L'été d'après, je bossais dans un supermarché en tant que caissier et je faisais la mise en rayon. Et donc le matin, j'allais bosser, j'avais une Super 5 qui faisait pas de bruit mais qui était rincée. Et la Super 5 démarre plus. Et donc je me retrouve à y aller en 4L. Et donc je démarre la 4L à 5h du mat. Déjà, je dis je réveille mes parents. Enfin, je me suis fait défoncer. Et en gros, après, pendant une semaine, j'ai pris la 4L, le temps que je trouve la panne sur la Super 5. Et il y a une mamie qui passe un jour à la caisse, qui me fait, elle est à vous la 4L sur le parking? Et je dis bah ouais. Elle me fait, ouais, je suis allé à la gendarmerie. Vous faites un boucan le matin quand vous passez. En vrai, je faisais pas forcément d'effort, tu vois. C'était moquette et je la kiffais bien. Et donc j'ai toujours cette voiture, je sais où elle est et j'ai bien vécu avec. Donc après, j'ai fait un master en apprentissage à la SNCF, donc je bossais sur le TGV. Je suis fan de train aussi. Je suis fan d'avion. Moins de voitures. Tout ce qui a un moteur. Tout ce qui roule, Tout ce qui permet de voyager. Qui se déplace, en fait. Sauf les trottinettes électriques. Il y a des limites, évidemment. Voilà. Et je suis arrivé à Strasbourg. À Strasbourg, ça a pris une autre dimension. C'est que j'ai revendu cette 4L. En gros, je commençais à avoir trop de trucs. J'avais 19, 20 ans. Et j'avais ma 4L, une Super 5. J'ai eu une 206 avant, j'ai fait des tonneaux avec. Et bref, les voitures modernes, c'est pas trop fait pour moi. Enfin bref, j'avais trop de projets. Et j'avais les sous pour m'acheter une 320i. À l'époque, ça coûtait moins de 2000 balles. Je pouvais l'assurer. Et en fait, j'attendais mes 20 ans parce que je sais que j'étais plus jeune permis. Et je pouvais m'acheter une BM en 6 cylindres. Je voulais pas de 4 cylindres. J'aime beaucoup les E30 avec des 4 cylindres, mais je voulais une E30 6 cylindres. Pour me rappeler à 325i de mes parents. Et je m'achète cette 320 là, qui était rincée. Payé 1008. Et je vais à Strasbourg avec. Et là, je rencontre plein de gens à Strasbourg, super sympas, qui ont des E30. Et on devient une petite team. On monte un petit atelier. Tout ça, ça s'étale sur 3 ou 4 ans. Et on avait un atelier, on faisait nos mécaniques et tout. Je revends ma 320, j'achète un cab. C'était un petit atelier que tu avais, c'était en ville? Ouais, c'était pour ceux qui connaissent Strasbourg, c'était à la Méno. C'est assez proche du centre-ville, t'as 10 minutes en vélo. Donc ouais, il y avait un peu ce délire. On était un peu, tu sais, dans les espaces industriels collés à la ville, un peu underground. C'était très très cool. Et justement, il y avait cette vibe, on sortait les caisses, j'avais un box en bas de chez moi, avec les legs, donc un peu comme toi, tu sais, je pouvais faire aussi ma bricole en bas, j'avais ma mob, j'avais une petite 125 de temps pendant un moment, une vieille Yamaha qui était stylée. Ça bougeait tout le temps, vieille bécane, enfin il se passait plein de trucs. C'était très cool. Il y avait une vraie communauté, quoi. Genre vous vous retrouviez là, c'était un peu le spot où vous vous retrouviez et puis vous avez soit vos bricoles à faire, c'est ça, on soit allait juste boire même des coups. On allait prétexte, souvent boire des coups, ou on faisait de la bricole, ou on allait faire des photos. Et là, je me suis vraiment mis à faire plein de photos de caisse. Il y avait une grosse zone industrielle avec des trucs de charbon, c'est à côté de l'Allemagne et tout. Et du coup, je me mets à me faire des potes là-bas, etc. Je rencontre Yannick, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, avec qui j'ai fait 2 des projets dont on va sûrement parler après. Absolument. Je rencontre Arnaud, je pense à Arnaud, à Johan, à plein de potes de Strasbourg. Jasper, qui est un copain d'Allemagne, qui est maintenant aussi un acteur du milieu BMW classique. Et je me mets à faire des photos et je me dis putain c'est bien beau mais les forums c'est rincé, c'est fini. Facebook c'était déjà l'enfer. Là on est en quelle année là? 2016-2017. Okay, ouais, c'est pas si lointain mais ça va faire 10 ans quand même. Sûr. Et à cette époque-là il y a Petrolicious, pour ceux qui se rappellent de ce truc-là, qui est un site internet, blog américain, basé en Californie. Et ça, c'était un peu le Graal d'avoir la vidéo chez Petrolicious, c'était très stylé. Il y a Maxime Delès qui a fait une vidéo là-bas avec sa Mini d'ailleurs. Je sais pas si tu as déjà vu une Mini orange. Possible. Ouais, Maxime qui est très bon photographe, qui est très sympa d'ailleurs. Donc lui, il avait fait une vidéo là-bas et moi je me disais putain, ce serait cool que j'ai une vidéo avec ma E30 ou un truc. Mais tu vois, ils sont pas intéressés à moi. Donc je me suis dit, ça serait cool aussi que j'écrive pour eux et que je fasse des photos.
C'est un peu devenu ton leitmotiv, entre guillemets. Ouais, quoi. bah en Tu fait, t'es ma dit, déterre, c'était de passer chez Petrolicious. Ok. Et en photo, je faisais des photos, mais bon, quand je les revois aujourd'hui, je les trouve éclatées. Je voyais que j'avais pas le niveau pour Petrolicious. Tu sais, quand je voyais les photos sur Petrolicious, je me dis, putain, elles ont un truc en plus. T'avais pas le niveau parce que quoi? Parce que le matos avec lequel tu shootais ou... Je shootais avec un D3100, le réflexe que j'ai eu à mes 18 ans. Ouais. Réflexe premier prix, mais qui fonctionnait très bien. Dessus, j'avais greffé un Sigma Art. Donc non, je trouve que j'avais pas le regard. Tu sais, je prenais vraiment des photos de caisse. Ouais, C'est ok. un peu. Il y a des gens, ils passent leur vie à faire des photos de caisse, ce qui est ok en soi. Et moi là, je commence à m'en lasser, genre les 3/4 avant, tu sais, bien cadré. C'est bon. Sur les parkings, les machins où tes potes, tu te balades, tu trouves un spot. En fait, les moments étaient agréables parce que tu passes du temps avec tes copains, tu te balades, tu trouves un spot, tu fais des photos de la caisse. Ouais. Mais à un moment, tu te retrouves qu'avec des photos de caisse. Et puis au bout d'un moment, t'as vite fait un peu d'avoir entre guillemets les mêmes, quoi. Bah ouais. Donc je me disais, bon, ok, pas fou. Mais justement, ce truc-là d'avoir toujours les mêmes caisses, je me disais, en progressant en photo, peut-être qu'à un moment, des gens qui sont propriétaires de voitures un peu exclusives ou. Donc, ça te permet de découvrir autre chose, de rencontrer des gens qui ont d'autres caisses. Tu montes dedans, des fois on te laisse le volant, c'est sympa. Je me dis, il faut que je progresse en photo, donc je me bouffe du Petrolicious, je regarde, je comprends pas trop le délire et tout. Et un coup, on se retrouve quand même avec. Je fais un shoot de caisse, mais je dis à mes potes, tiens, je peux vous shooter un peu avec vos caisses. Alors les photos, elles sont ce qu'elles sont. Mais tu vois, ils s'assoient avec un vieux magazine Alpina, machin, et ça donne un truc. Et on a shooté dans les entrepôts qui étaient en fabrication de BMW à Strasbourg. Ok, trop bien ça. C'était une grosse dalle en béton, des poteaux. Pour monter les caisses sur la dalle, on avait démonté un échafaudage, on s'était fait des rampes. Et donc j'ai les 2.30 de deux potes qui étaient flaques, très belles, avec quelques photos de mes potes. Donc il y a un peu de vie. Et je propose ça à Petrolicious. Je fais un article à ce moment-là. Je commençais à m'intéresser un peu à tout l'aspect aussi sociétal de la communauté automobile, Ouais. où chacun prêche un peu pour sa petite chapelle. Ouais. Et moi, j'étais très comme ça aussi, très fermé d'esprit. Alors, ce que j'aime, c'est vrai. Ce qu'aiment les autres et que je n'aime pas, c'est de moins la bien. merde. C'est moins bien. C'est moins bien. J'étais vraiment à vraiment, l'époque, t'étais c'est en de la mode- merde, mais vindicatif, tu vois. Et donc là, je commençais à voir que ça pose un problème, tu vois. Et donc, je me disais, il faut essayer de s'ouvrir un peu l'esprit, etc. Et dans ces 2.30, il y avait une 318 IS, 4 cylindres, et que je ne considérais pas du tout. Et le pote l'a fait essayer, je suis en mode, putain, c'est cool quand même. Il y a plein d'aspects que j'aime pas, mais elle est légère, elle est bien mieux qu'un 6 cylindres à conduire en soi. Il n'y a pas le son, il n'y a pas l'agrément de conduite, mais à part ça, c'est 10 fois mieux. Je dis, putain, en fait, ça fait 10 ans que je dis des trucs sur les E34 cylindres, c'est de la merde. Et là, je me dis, putain, j'ai des photos, et en fait, j'ai un sujet, un vrai sujet de fond. Ouais. En mode, arrêtons d'être cons, essayons les trucs avant d'en parler. C'est bien sûr, on a des a priori, et c'est normal d'en nourrir. Et donc, je me lance à écrire un article, et Petrolicious en mode, trop bien, on le prend. Et refais-nous d'autres articles, on kiffe. Et je me dis, putain, trop bien. Consécration un peu du coup. Quand même. Ouais, je me dis cool, parce que c'est pas juste je leur envoie, c'est je leur envoie et ils me disent putain on kiffe, refais-nous en Ouais, d'autres. c'est pas genre juste on a pris celui-là, merci. Ouais. C'est genre porte ouverte quoi. Ben ça, donc Petrolicious qui s'abonne à mon Insta, à l'époque j'ai 300 abonnés, tu vois, je me dis putain c'est ouf. Il regarde mon profil, il tombe sur une photo de Raymond, à Strasbourg. Et ils sont là, tu peux nous faire un article sur ta mobilette? Et je fais bah ok. Donc là je dis bon ça va être chiant de faire de la mob plus faire des photos. Donc Yannick prend son appareil, il me fait un shoot de la mob. En même temps, la même année, on fait un trip avec mes potes, les Aigons de la route, avec qui je fais de la mobilette tous les ans depuis 10 ans. Tous les étés, on se fait une région de France. C'est assez génial, ça d'ailleurs. Et c'est comme une Madeleine de Proust. Pour vraiment faire la Madeleine, tu sais, on en mange un bout tous les ans. Et je sais pas quand est-ce qu'il y en aura plus dans le paquet, tu vois, ou quand elle sera finie. Mais c'est trop bien tous les ans ce truc. Peut-être qu'on en parlera un peu après de ce truc de la mobilette aussi, de partir avec mes potes. Et donc, je leur fais un second article. Et après, on allait à Munich avec ma E30. J'en ai fait un sur un pèlerinage et se rendre dans le temple, dans le truc, tu vois. Et donc j'ai fait 2-3 articles sur Petrolicious. Et le truc, c'est qu'ils payaient pas. Oui, parce que alors c'est ça, c'était que eux te disaient, en gros, c'était un peu de l'échange, entre guillemets, de l'échange de bons procédés. Eux, ils voyaient que t'avais envie, Ouais. que pour toi, je pense qu'ils ont dû capter que c'était, si tu leur as pas dit, c'était un peu ton Bah, ils goal. le savaient à finalement. l'époque, il y avait que. Et eux, ça leur faisait un peu du contenu gratos, quoi, C'est entre du guillemets. contenu gratos. Le truc, c'est que t'écris en français. Moi, je traduis après en anglais. Donc, tu sais, c'est plein de trucs de. Quand t'aimes bien écrire, faire un peu des figures de style. Ouais. En anglais, ça disparaît ou t'as du mal à le faire. Des expressions françaises qui passent pas en anglais. Ouais. C'était contraignant. C'est dur de faire passer un truc, de faire passer une émotion que ce soit à l'écrit comme à l'oral, dans une Ouais. langue qui est pas ta langue maternelle. Bah ouais, c'est il y a ça. un vrai- Donc bon, je me dis ok, et on se lance sur Vago après. À cause de ça, c'est qu'on part dans le sud-ouest, donc là on est en 2018. Tu lances Vago avec, tu dis donc, il y a Yannick Yannick et Julien. et Julien, ok. Ouais. En gros, on rencontre Julien, et c'est là la force d'Instagram. C'est quand même assez cool. C'est que Yannick suit Julien sur Instagram, et donc on était dans cette démarche toujours d'essayer de progresser en photo, etc. Yannick, il a vraiment, lui, un œil... c'est une de mes inspirations en photo, j'en ai plein d'autres.
Je pense à Vincent Perrault qui est devenu un copain aussi, qui est très fort. Vincent, il fait des trucs très et qui lui, sur Instagram, j'ai toujours vu gros, tu vois, genre ça a toujours été c'est Vincent quoi. Fred Machiaveski, un copain de Vincent aussi, qui est très bon. Et eux, ils ont vraiment ce truc de... tu vois, nous, on sacralise des fois un peu trop la voiture et donc tu prends un peu trop la voiture en photo. Eux, ils la voient vraiment comme un objet cool parmi plein d'autres trucs, j'ai l'impression. Ils se détachent vraiment du truc et ils font des photos, elles sont... même l'utilisation de la lumière et tout, ils sont trop forts. Et Yannick est comme ça, un peu trop fort aussi. Ils utilisent la voiture pour composer, mais ils composent pas à travers la voiture. C'est ça. Enfin, c'est un peu ça. Ça, moi, j'ai mis un moment à comprendre ce truc-là. C'est pas la finalité pour eux, c'est un moyen. C'est un moyen. Et justement, Julien, donc on le capte sur Instagram, Yannick me dit, regarde ce mec, comment il gère la lumière. Et Julien, c'est la première personne. En fait, Vincent, il gérait la lumière. Enfin, je voyais qu'il taffait, tu sais, à faire des contre-jours, des machins, à choper le soleil. Souvent shoté à la bonne heure pour avoir la lumière un peu dorée. Ça, j'avais capté. Mais Julien, il a sublimé ça. Il est très fort pour ça. Plus la vibe un peu casse dans Paris, il shoot un peu des modèles. Tu sais, il y avait de la vie sur ses photos. Je dis, il est fort ce mec. Yannick dit, tu sais quoi, on va le capter, on va à Paris. Et donc, on contacte Julien et on se pointe, on passe un week-end à Paris ici, on se prend un Airbnb. Et juste on zone, il avait une E12 à l'époque qui était belle, rabaissée, machin. Et le but c'était pour lancer le projet ou c'était juste comme ça, vraiment se capter quoi? On se capte. Ok, il n'y avait pas de... C'était hyper innocent. Il n'y avait pas de but, pas de but précis en tout cas. Non, on se promène, on fait des photos. On rencontre dans le même week-end Anita qui fait des photos où elle associait ses tenues à des caisses. Mais c'était très cool, donc tu vois, on fait vraiment un week-end où il se passe des choses. Tu rencontres des gens juste, c'est ça. Bon moment. C'est ça, donc on avait ma E30 ici. Et on zone avec ma E30, la E12 de Julien, des potes à Julien, machin. Très bon week-end. Et Julien, du coup, lui, nous dit, putain les gars, dans un mois, je vais à Bordeaux, j'ai des potes qui sont aujourd'hui les brigands de la route, qui à l'époque c'était Wine on Waters, qui sont très cool, Kevin, Florian, etc. Là, une vraie bande de potes sympas aussi à Bordeaux. Et il dit, venez, j'expose des photos, ils font une espèce de galerie à l'espace Darwin à Bordeaux. Ok, qui est chouette comme endroit. Qui est trop beau. Ça fait expo de caisse, en même temps il y a des gens qui viennent exposer leurs photos, leurs œuvres, etc. Donc il y a Machine Revival qui avait amené une Porsche. Mais ça on est en 2016-17, tu vois, donc ça date. Vincent expose des photos, Thomas Cortési, enfin pas mal de personnalités du milieu. Et donc nous on descend, donc on se met une déterre avec Yannick de Strasbourg, on descend à Bordeaux avec ma E30. Je l'éclate sur la route d'ailleurs, je baisse tout l'arrière, on fait un travers dans un rond-point, bref. J'ai la vidéo de ce truc, mais vraiment vive la bagnole jusqu'au bout quoi. Et là-bas, j'ai une discussion avec, je crois que c'était Thomas Cortési et Vincent. On se dit putain c'est cool les médias, genre Petrus et tout, mais on n'a rien en France. Et on ne sait pas où partager notre contenu en France. Il n'y avait pas d'équivalent quoi en gros. Il n'y avait rien. Et ça tombe pas trop dans l'oreille d'un sourd, tu vois, parce que je me dis bon bah c'est cool, il y a peut-être moyen de faire un truc aussi à ce niveau-là. Et sur le retour, j'en parlais avec Julien et Yannick, et en fait, par chance, les deux bossent dans le web, sont développeurs web, bonne capacité en graphisme, etc. Et ils sont méga emballés. Et donc on lance... Alignement de planète en fait. Ouais, vraiment tout s'aligne, mais... Et ça c'est vraiment, quand je dis innocemment, c'est en mode bon vas-y on va le faire. Et on se dit on va essayer de faire un truc beau, différent, qui nous ressemble, où on va pouvoir trouver du contenu qui nous ressemble. Et on se dit, il faudrait qu'on trouve de la caisse très classique, des trucs un peu plus tuning, et puis avec une vraie vibe. Donc on monte à ce projet-là, site internet, trimestriel, une quinzaine d'articles tous les 3 mois, avec, moi, très fan des magazines, tu vois, j'en bouffais. Comment vous en êtes arrivé à vous dire trimestriel? C'est parce que par rapport au fait que vous ayez d'autres trucs à côté aussi, et que c'était plus confortable comme format? C'est ça, en fait, tu te banques des articles pendant 3 mois, et tu sors tout d'un coup. Du coup, en fait, on se mettait un gros coup de collier 1 mois avant. Pendant 2 mois, on était tranquille, on vivait nos petites vies. On se parlait même des fois pas beaucoup. Et 1 mois avant la sortie, bon, on en est où? Tac, hop. Et en fait, on a beaucoup de gens qui nous envoyaient des articles. Je pense à Victoria Masquel, Maxime Delestre, Mathieu Bonnevie, qui est un putain de bon photographe aussi. Je vais en oublier plein. On a rencontré Baudouin, qui bosse aujourd'hui chez Baltic. Qui nous envoyait des articles. Et il y avait des trucs très argentiques, très machin. Le site, il se lit vraiment comme un magazine. Il n'y a pas ce truc un peu ringarde de tourner les pages, justement, mais on essaie de faire une architecture où tu as l'impression de lire un magazine. Les photos sont mises en avant. Vous avez bossé l'expérience, quoi, surtout, tu vois. Que ce soit pas juste un truc où tu scrolles et basta, quoi. Non, c'est ça. Et donc ça, c'est beaucoup Julien et Yannick, quoi. Et moi, je gérais plus un peu la discussion, essayer de choper du contenu. Et donc, on a fait ça pendant... ça s'arrête en 2020. Ça s'appelait Vago, du coup. Vago, ouais. Okay. VAGO. Comment vous avez décidé de tout ça? Comment vous avez... Ça tout se faisait en vision, discuter. Il nous faut un nom un peu percutant. On discute pas mal en argot. Où on utilisait du verlan. Tu vois, c'était hors de question de trouver un nom pété, genre une pièce de moteur, par exemple. Comme un vilebrequin. Tu vois, c'est trop facile ce genre de truc. Ouais, non, bien sûr. On se disait vraiment, il nous faut un nom qui... Plus subtil, plus... Et
À l'époque, je pense que je l'avais pas identifié, mais je l'ai vraiment maintenant dans les trucs. Tu vois, quand ma mère ou mes sœurs, qui n'aiment pas du tout les bagnoles, et je les en ai toutes dégoûtées, je pense, me disent on a regardé ta vidéo, on a regardé ci, j'ai kiffé, j'ai compris, et j'ai passé un bon moment. Je suis content parce que je me dis ah là, j'ai touché aussi une audience plus large, et un mec ou une meuf qui est avec quelqu'un qui n'aime pas forcément l'automobile, mais qui réussit à se poser le soir, et c'est leur petit moment de regarder le contenu que tu as fait, et ils kiffent les deux, alors qu'il y en a un qui est désintéressé à la base. Ouais. Pour moi, tu as gagné ton truc, tu as partagé ta passion d'une manière qui fait que tu touches vraiment beaucoup de gens et tu racontes des histoires. Et donc, il y avait un peu ce truc-là avec Vago, c'est que c'est pas un nom hyper inclusif bagnole, tu vois. Genre, puis c'est cool, tu vois, tu es avec tes potes, on monte dans la Vago, tu vois. Donc, il y avait ce truc-là. Julien avait une idée de logo, c'est un compteur qui tourne. Le site est toujours en ligne, Vagomag, tout attaché à mag.com ou .fr, je sais plus. Et donc, il y a 8 éditions. On peut toujours le voir, ça. Vous pouvez le voir, ouais. Allez-y d'ailleurs, franchement, ça mérite d'être vu. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, je trouve que ça regroupe des travaux de plein d'acteurs de la communauté française et voire européenne. J'ai mon ami Jasper qui avait fait un article sur un voyage en Écosse avec sa E30. Et donc Vago, c'était très cool. Et c'était ma du coup première aventure entrepreneuriale en fait. Entrepreneuriale, mais c'était si innocent que c'était pas vraiment entrepreneurial. C'est ce qui a un peu causé la fin du projet, je pense. C'est qu'à un moment, on arrive à un truc en mode putain, le truc il a un succès d'estime. On organisait des petits rassos à Paris. Les gens venaient. On était un petit peu. Ça commençait à en parler. Ça restait confidentiel, mais on se dit bon, on fait quoi? Et est-ce qu'on vend un peu de merch à côté pour peut-être financer des projets? Est-ce que vous aviez créé une boîte et tout? Vous aviez rien fait en fait. On a fait un site. Parce que, alors tu vois, ça c'est un truc, on se parle d'entreprendre. Tu vois, je faisais la vanne tout à l'heure, je disais on va pas sortir de BP, d'Excel, tout ça. En fait, pour moi, entreprendre, c'est juste, tu vois, toi, te dire ok, en fait, je deviens acteur de ma passion, entre guillemets, tu vois. Genre juste, tu fais un truc. Bah en fait, là, c'était cool. C'est de l'entrepreneuriat total. Ça l'était, sans se dire on va en vivre en fait. Parce que tous, on avait des conditions de taf à côté qui nous convenaient, je pense. Il y avait un vrai alignement des planètes à ce moment-là. On était aussi beaucoup plus jeunes, tu vois. Moi, je sortais de mes études. Il n'y avait pas ce truc ouais, je sais pas. C'était la quête secondaire comme ça pour le kiff en fait. C'était que du kiff. Et ça a fonctionné dans le sens où c'était du kiff. Après, on s'est beaucoup. En interne, il y avait des tensions. Et ça rejoint un peu le truc d'ouverture d'esprit que je parlais avec Petroisius, où je pense qu'en fait, moi, je me suis beaucoup construit là-dessus sur mes 10 dernières années, là, sur la vingtaine, à être plus tranquille, plus SNES. C'est un terme de Yannick, être SNES. C'est un état d'esprit un peu, être tranquille, tu vois. C'est un terme anglais, non, SNES? Non, c'est un mot qu'il a inventé lui. Ok. Et donc, il a un ministère du SNES, enfin, c'est tout un délire. Ok. Mais ouais, être SNES, quoi, être tranquille. Et avec Julien, tu vois, le site, typiquement, on en a reparlé là, il n'y a pas longtemps. Franchement, enfin, je l'ai saoulé. Sur le site, t'as une manière. Enfin, les photos, c'est très déconstruit. Moi, quand j'avais vu ça, mon esprit cartésien, ça allait pas, tu vois. J'étais en mode, c'est dégueulasse. Il dit non, ça va plaire. Et il avait pas lâché l'affaire. Et heureusement, parce que je pense que le site aurait été tout droit, tout comme je l'avais en tête, il serait vraiment dégueulasse. Donc, c'est un premier projet qui, dans l'idée de suivre une trajectoire, je pense, m'a permis de lâcher du lest, de comprendre que quand tu travailles avec des gens, tu vois, l'école. Dans le cursus que j'ai fait, des fois il y a des exposés, j'ai toujours fait tout seul parce que je voulais pas que les gens aient la main sur le truc. Je savais que ça allait pas être bien fait ou pas être fait comme je voulais. Et à la fin, j'avais des bons résultats. Donc je me disais, ma technique marche. Là, Vago, t'arrives sur un projet où t'as pas de notes à la fin. C'est pas un truc scolaire. Et surtout, c'est pas si tu fais tout le boulot, ça sert de le faire en groupe. Ça sera pas aussi beau. C'était pas du tout l'intérêt. Et donc c'est la première fois de ma vie où j'étais confronté avec des interlocuteurs en face qui étaient des potes en plus. Et qui disent non, c'est aussi ça que bosser avec ce que tu dis là, c'est pas bon parce que t'as pas les connaissances, t'as pas la culture de design, de graphisme pour vraiment juger le truc. Et c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup avec Vago. Et ça s'arrêtait après le Covid, fin 2020. On a sorti une dernière édition qui a été compliquée à sortir. On avait moins de contenu forcément déjà. Et puis une lassitude, comme dit, les 2-3 petites tensions, les trucs, machin. Bon, c'est dit, on arrête. L'effet un peu Covid du truc qui a un peu accentué tous les trucs à droite à gauche qui étaient déjà un peu présents. Moi, j'étais rentré dans Lyon du coup aussi. Ça faisait 6 mois que j'étais rentré dans Lyon, donc beaucoup moins actif. Et d'un coup, je me retrouve d'une ville où j'ai des potes, tu vois, ce qu'on disait avant, c'est actif de fou. Je retourne vivre chez ma mère. Et j'ai un taf de merde à ce moment-là. Enfin, je suis ingénieur, je fabrique des puits de pétrole. Ça te plaît pas quoi en fait. Non, je suis dans un open space avec 100 personnes. Je m'entends qu'avec 2 personnes. Les autres, c'est vraiment l'archétype de la personne que je peux pas encadrer. Et je me mange le Covid direct, confinement, ça se passe pas bien. Heureusement, en rentrant dans Lyon, je retrouve mon ami d'enfance Damien, qui s'achète une E33-25 à ce moment-là, qui dort chez ses parents. C'était pour t'accueillir qu'il faisait ça, c'est sûr. Et moi, ma E30, pareil, elle dormait devant chez ma mère dehors, alors qu'elle a toujours été au sec, tu vois. Donc je t'en mets, fais chier, et je la vois se dégrader en 2 mois, tu vois.
Je dis putain, la caisse elle pue l'humidité, enfin elle est trop vieille pour dormir dehors. Ouais. Et on chope un local. Et là, c'est un peu le début du BINS, je trouve vraiment. C'est que là, on chope un lieu de vie où du coup, on met nos 2 caisses, donc un truc en longueur, pas pratique. J'applique la technique de... Tu sais, quand tu regardes sur le Bon Coin ou quoi, si tu veux te trouver un local, c'est le rêve de beaucoup de personnes et c'est très cool d'avoir un local. C'est super cher. Ouais. La technique que j'avais appliquée à Strasbourg, c'est tu prends ta caisse, tu t'habilles un peu bien pour pas passer pour le gros pecno qui va foutre du cambouis partout. Et tu vas voir les artisans qui ont des énormes bâtiments. Et tu te dis, il n'y a pas 100 mètres carrés à louer. Et en fait, le mec, tu lui payes sa carte, sa taxe, tu sais, tu lui payes sa CSE sur l'année, quoi, en fait. C'est ça. Donc, il te le loue pour pas trop cher et tu as un espace cool, sécurisé, dans le fond d'un hangar, un truc. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on louait une travée avec Damien pour le prix d'un beau box, tu vois. Donc, on se met dedans. Tu sais, j'avais vraiment ce truc quand j'ai eu le local de, je suivais toujours beaucoup Stanceworks. C'est bien celui que tu as aujourd'hui, toujours. C'est celui que j'ai aujourd'hui, mais qui est pas forcément foutu comme il était à ce moment-là. La config a changé. En fait, on a bougé dans le bâtiment parce qu'on a un proprio très cool. Et puis, par rapport à ce qui va se passer là après, il y a eu un moment besoin d'une expansion. Et donc là, on se retrouve avec ce local. Et à ce moment-là, je suis toujours dans un délire de passionné de bagnole et tout, mais qui a un taf à côté, qui est un petit peu persuadé qu'avec ce taf, je vais pouvoir... tu vois, on parle de vouloir vivre de sa passion. Mais il y a vouloir en vivre et vivre sa passion, c'est 2 trucs différents. Ouais. Et pour vivre sa passion, pas en vivre, il faut avoir et nous on a une passion qui coûte cher, il faut un job qui gagne beaucoup d'argent quand même. Et qui prend du temps mine de rien aussi. Tu oui. vois. Tel que nous on la vit, en tout cas quand tu commences à avoir ta bagnole, que tu veux essayer de faire un max de trucs toi-même, c'est du temps, c'est voyager, du machin. Ouais, et aller à des events un peu cool. Enfin bref. Et à ce moment-là, moi je n'ai pas encore cet état d'esprit. Je suis en mode, moi j'ai assez d'argent, je peux vivre de ma passion, c'est-à-dire rouler un peu ma caisse, machin. Ça me va, tu vois, j'ai mon atelier avec mon pote, je me pose pas plus de questions. Mais il y a quand même ce truc dans ma tête où on arrive sur la fin de Vago et on se dit, putain, il y a un truc à creuser avec ça, on n'y va pas. Je pense qu'il y a un peu cette lassitude qui s'installe qui fait que Vago est en train de s'éteindre. J'ai un taf où je commence à comprendre qu'il me casse les couilles. Ouais, t'es pas bien aussi, déjà. Donc là, je commence à pas être bien. Je suis chez ma mère, après le confinement, ça se passe pas très bien. Je me retrouve à me trouver un appart, à rebouger. Ouais. Donc forcément, des charges, moins de thunes. Il y a tout un truc qui se fait où je suis en mode, putain, je commence à pas vivre de ma passion. La phase, elle est un peu down. Ouais. Et à mal la vivre. Ouais. Et quand tu vis mal ta passion, c'est pas ouf. Ouais. Et donc je me retrouve avec Damien, on a comme ce local, c'est très cool, on se fait un petit coin canap, un petit coin bar, tireuse à bière, le vrai petit espace de vie que beaucoup rêveraient d'avoir. Beaucoup de passionnés, ouais, effectivement. Donc là on se montre ce truc, et ça remonte déjà en 2020, tu vois, donc on a 24-25 ans à ce moment-là. Donc je trouve que c'est assez cool quand on remet un peu en perspective, tu vois, voilà, c'est sympa, on met nos E30, nos motos, nos machins. Et en 2020, je fais un truc que je rêve depuis très longtemps aussi, je fous ma E30 sur combiné fileté. On reparlera de la E30 peut-être après, mais du coup il y a 2-3 trucs qui se passent quand même cool. Et d'être régulièrement en région parisienne, d'être suivi sur Instagram un peu plus, etc. Ce Vago nous a amené un petit peu de gens, etc. J'ai rencontré plus de gens. Pas mal de gens me demandent si je peux faire des petites opérations sur leur E30 et leur BM. Parce que du coup, tu t'es un peu positionné comme genre le spécialiste un peu de ce... Spécialiste, j'aime pas trop le terme, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent le modèle beaucoup mieux que moi. Ouais, mais les gens, c'est de la perception, je parle, tu vois. Ouais, si c'est un clairement. modèle dont tu parles beaucoup, donc tu fais du contenu dessus... Finalement, un peu malgré moi finalement, parce que comme on disait, cette voiture, ça c'est assez marrant, on pourra en parler aussi, la E30 elle m'est tombée dessus, tu vois. En fait, c'est presque mon père qui l'a choisi pour moi, dans le sens où cette caisse, je l'ai connue depuis qu'on est gamin, tu vois, il a emmené ma mère à la maternité avec. Pour dire, je suis presque né dedans. C'est ça, ouais. Et factuellement, pour dire que c'est la meilleure voiture du monde, ça pourrait être un épisode complet. Elle est pratique. Je pense que tu pourrais écrire un bouquin sur la... Est-ce que c'est en projet, ça? Non, mais je vais en faire une vidéo, je pense. Une vidéo en toute objectivité. Peut-être que cette vidéo s'appellera l'objectivité, tu vois. Ouais, la définition même. Ouais. Sans aucun doute. Mais si tu regardes, pourquoi la E30, elle est si géniale, et en même temps, ça me saoule parce qu'elle est devenue trop à la mode, et du coup, j'aime un truc hyper mainstream, alors que j'aime pas dire ça non plus, mais j'aime ça depuis trop longtemps. Pour moi, elle est pas mainstream, tu vois. C'est même pas un truc qui se justifie. Non, en fait. ça justifie pas. Tu l'aimes, point barre. Mais en fait, c'est normal qu'elle ait succès, dans tous les cas, parce que après la E30, et il y a peu de voitures qui sont... Enfin, toutes les voitures des années 80 vivent ça, mais la E30 en est vraiment l'emblème. Tu as eu la E36, qui est une architecture complètement différente, et qui est une architecture qu'on retrouve jusqu'aux deux générations en arrière, les F80, les séries 3 là, des années 2015. Ouais. C'est les mêmes architectures qu'une E36, en dessous c'est foutu pareil, c'est juste un peu modifié, machin. Et là c'est complètement nouveau maintenant. La E30 c'est l'apogée de la caisse classique des années 60. Ouais. C'est une architecture de 2002.
juste avec des dimensions modifiées pour que ça tienne un peu mieux le parquet. Que ça réponde à certaines normes aussi peut-être. Mais du coup, tu retrouves un caractère de conduite de caisse un peu années 60. Je mets des guillemets parce que forcément, c'est pas une 2002. Non. Mais ça ressemble. Il y a des anachronismes en fait. Ouais. L'intérieur, c'est très années 80. Mais c'est pas si loin dans les années 70 d'une 21. Le look, c'est clairement une 21, modifié par Klaus Lute, mais qui est quand même très sympa. Le moteur, c'est un moteur des années 70. En fait, la caisse, c'est un micmac de plein de générations. Pour moi, c'est ce que la voiture classique, comme on l'entend, a de mieux à offrir, une 30. Parce que du coup, tu as une voiture qui est cool à conduire, qui est plutôt jolie. C'est pas la plus belle des bagnoles, mais elle est quand même pas mal. C'est subjectif, ça. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis plutôt jolie. Mais par contre, le fait qu'elle soit cool à conduire, n'importe qui monte dans une 30 prend du plaisir. J'ai jamais vu personne monter dans ma 30. Et j'ai des potes qui sont populaires françaises, machin. Ils montent là-dedans et ils sont en mode putain, ouais, il m'en faut une presque, tu vois. Elle est confortable. Tu peux jouer avec pour peu que tu la modifies un peu. Elle reste toujours un peu confortable. Mais sur les petites routes, ça devient une arme. Enfin, cette caisse, elle est parfaite. Et elle est plutôt fiable. Et c'est là où, du coup, pour moi, la seule caisse qui pourrait venir boxer dans sa catégorie, c'est l'Alfa Romeo GTV6, en termes d'émotion, de tout, tu vois. Sauf que c'est des bêtes à chagrin. Ouais. Il reste quoi en face de la E30 ? Rien. Et celui qui me dirait une 911, il peut aller se faire foutre. C'est la 911 ne tient pas la route. Et non, c'est très cool les 911, mais bon, c'est trop cher pour ce que c'est. La 911, c'est inférieur à toutes les générations de série 3. Je pose ça là. Ouh, gros parti pris. Toutes les 911 sont moins bien que des séries 3, factuellement. Tu vois, là, regarde, ce que tu dis là depuis tout à l'heure, moi en fait, je me mets dans la peau de quelqu'un qui te connaît moins. C'est une bagnole que tu connais, tu vois, c'est un truc genre tu maîtrises, ça se voit que t'as potassé en plus. Bah, j'aime genre, ça. c'est pas juste une caisse que tu roules. Non. Donc on y est dans ce truc expert. Ouais. Et là, ça nous ramène à ce que tu disais sur le local. Parce que du coup, des gens viennent te voir, t'as ce local. En fait, t'as un peu tout, tu vois. Genre, les mecs voient que tu bricoles, que tu t'y connais. C'est l'image que tu donnes, en tout cas. En fait, ta légitimité, elle se fait toute seule, entre guillemets. C'est ça. Les mecs viennent te voir, et donc forcément, toi, tu te retrouves dans une impasse dont tu vas parler, je présume. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas tout accepter comme ça, gratos, comme si tout le monde était tes potes. Non, tu peux pas faire gratos, tu peux pas faire pas déclaré. Donc à un moment, voilà. Et là, ce qu'on va dire, franchement, là, on parle de toi sur la partie méca, mais c'est vrai un peu pour tout, tu vois, pour peu que tu touches un peu à quelque chose. Et là, quelle que soit ta passion. Et le mec qui restaure des tableaux, c'est pareil, tu vois. Et tu parlais tout à l'heure de faire des photos. Tu fais des photos, tu fais un peu, tu postes sur ton Insta. Ce que tu fais commence à être vu. Les gens te voient, te perçoivent comme quelqu'un qui maîtrise bien le truc, qui a une patte, qui a un truc, qui a un machin. Bah, ça arrive aussi, tu vois, pour ceux qui font de la photo. Moi, je connais plein de gens qui commencent à avoir aussi des petites sollicitations à droite à gauche. Et c'est vite fait des trucs où, en plus, les gens ont tendance à penser que, c'est que de la photo, ou c'est que si, ou c'est que ça, ou il connaît, c'est facile pour lui. Donc tu vois, voilà. Donc c'est là que tu te poses une vraie question et finalement il y a un espèce de business entre guillemets qui vient à toi à ce moment-là en fait. Bah c'est ça, il y a le truc qui vient et là je me dis ok, il y a eu Vago, j'aime bien faire de la photo, j'ai beaucoup progressé avec ça. J'avais à ce moment-là aussi l'impression de mieux me connaître en termes d'entrepreneuriat, de machin. Et donc au début je fais 2-3 caisses, un embrayage, une distrib, un machin, des trucs que je maîtrise où c'est pas possible de faire vraiment une erreur, tu vois, c'est Bolton, tu démontes, tu remontes, pas trop de réglages. Pour toi, t'avais rodé le truc en fait. Ça va, j'en avais déjà fait, j'enquille, je fais mes petits projets, ça me paye un peu le loyer du local, voilà. Et à un moment, la seule voiture où ça s'est mal passé d'ailleurs dans toutes les bagnoles, ça s'est mal passé. La voiture roule encore aujourd'hui, je le vois sur Instagram rouler avec. Heureusement, à ce moment-là, un gars qui vient et il achète une bagnole, j'ai toujours beaucoup de demandes, des gens qui me demandent des conseils sur l'achat d'une voiture. Et je leur dis, c'est compliqué, il faut l'avoir en vrai, il faut l'essayer, et est-ce que tu te sens bien dedans? Est-ce qu'elle est rouillée? Enfin, tu sais, ce fameux triangle de la carrosserie, l'habitacle, le moteur. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire dessus? Est-ce que tu as du budget, du temps? Est-ce que tu vas le faire toi-même? Bref. Petite parenthèse là-dessus, parce qu'on en parlait, et en vrai, c'est intéressant. Vas-y, détaille un peu cette histoire du triangle, en vrai. Je pense que ça peut intéresser. Ça. Je trouve que pour un achat de voiture, il y a un espèce de... Je sais plus, je l'ai pas inventé ça, mais j'ai plus le crédit. Tu as un triangle où tu as 3 trucs principaux sur une voiture qui coûtent cher. C'est la carrosserie, l'intérieur, tout ce qui est tableau de bord, sellerie, tout ça. On peut mettre aussi tout ce qui est équipement, chauffage, instrumentation, tout. Et mécanique, que j'enlève en 2 points. La mécanique, c'est train roulant moteur. Quand tu achètes une voiture, il faut qu'il y ait un seul des points qui nécessite des travaux. Si elle a un problème moteur, il faut que la carrosserie soit nickel et que l'intérieur soit nickel. Si l'intérieur est pourri mais que la carrosserie est belle, tu vois, un seul truc à se concentrer. Après, il y a toujours des détails, des trucs, machin. Faut pas cumuler, mais en tout cas, coef particulier sur les trucs qui coûtent effectivement cher, carrosserie et sellerie, parce que c'est incompressible. Et que tu aies une Mini ou que tu aies n'importe quoi, en fait, ça a vite fait d'être le même tarot. En fait, et le moteur aussi, parce que si tu achètes une caisse avec un moteur mort, et Dieu sait que maintenant il y en a de plus en plus, ça vieillisse, ça te coûte aussi horriblement cher si tu le fais pas toi-même. Quelles sont tes connaissances? Quelles sont des connaissances, ça s'acquiert?
Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a plein de trucs. Tu peux te mettre à bricoler assez facilement. Des outils, c'est de moins en moins cher. Quitte à acheter des outils de merde, on s'en fout, tu bricoles, tu fais ton truc. Donc aussi, quel est l'investissement que tu as envie de mettre là-dedans? Quel est le temps que tu as à allouer à ça? Et souvent, du coup, les gens, ils ont pas envie de s'emmerder et machin. Donc, il faut qu'ils achètent un truc nickel. Et donc, on me demande des conseils. Et le vrai conseil, moi, c'est acheter une caisse qui a pas de rouille. Ce qui, en soi, je pense, n'existe pas ou très rarement. C'est très dur de trouver une voiture sans rouille. Ouais, c'est clair. Faut vraiment avoir la chance, quoi. Les voitures qu'on aime bien, elles sont toutes rouillées, en vrai. Et celui qui dit ma voiture est saine, on revient au gars de la mécanique de ce que je disais tout à l'heure, c'est l'arrogance. Ouais. Je dis, toi, t'as un oublié de la bagnole. Moi, je sais ce que je vends. Je sais ce que je vends ou je sais ce que j'ai acheté, j'ai fait un coup de fusil. Si tu l'as payé pas cher, il y a 90% de chances que t'aies pas fait. Franchement, des coups de fusil, on en a tous fait un ou deux dans notre life, on est fiers de le raconter. Ou vraiment, c'est le coup de fusil. Pas tous les cas, Non, oui, quoi. je connais une personne qui fait plein de coups de fusil, il se reconnaîtra, il est très énervant. Enfin, c'est super rare, et d'autant plus si t'es un newbie en bagnole, que tu te viens demander des conseils sur l'achat d'une voiture, tu feras pas une affaire. Achète au bon prix, et puis voilà, puis il y a trop de gens qui pensent avec les émissions à la con, à la télé, comme quoi tu vas te faire de l'argent et tout, bref. Ça, c'est aussi un autre sujet. Et donc, je me lance dans le local, pour revenir à ça, où du coup, il y a un gars qui me demande des conseils sur Insta pour acheter une voiture, il m'envoie toutes les annonces du Bon Coin, de deuxième main.be, et il en achète une en Belgique, le gars. Et je lui ai dit, il l'achète pas. C'est red flag, caisse propre, flag, peinture neuve. Ouais. Tu lèves le capot, elle est rouge, la voiture dedans, elle est noire. Tu vois. Et je dis, putain, faut pas acheter ça. Problème, red flag. Bon, il l'achète et du coup, il vient me l'amener parce qu'elle avait plein de problèmes. Et il s'avère qu'elle avait un joint de culasse. Mais bien mangé, j'ai fait les coussinets, c'est la tournée de la maillot, bref. Et donc, j'ai monté ma structure, en tout cas, pour accueillir cette voiture. C'était ma motive à la base de me dire, elle, je peux l'accueillir. Et du coup, tout déclarer, être propre, facturer, prendre une assurance garage pour me couvrir en cas de problème. Délivrer une presta comme un pro en bonne et due forme. Quand même. Et c'est là où le bas blesse, c'est que je me dis, j'aime bien prendre des photos et tout. Je vais tout documenter, tout mettre sur Instagram. Donc j'ai un petit Instagram qui existe encore, le local atelier, où il y a toutes les photos des prestats que j'avais fait. Et j'essaie de faire les trucs les plus propres possibles avec mes connaissances, mes capacités, l'outillage que j'avais. La place que j'avais. C'était un peu ton book en gros ce truc. Ouais, c'est ça. Mais c'était trop cool parce que pour moi l'objectif en fait, je m'étais dit à ce moment-là j'ai 25 ans. Et je me dis, t'as 5 ans, tu te fais ça pendant 5 ans, t'arrives à tes 30 ans, t'as banqué un peu de sous de ton taf à côté, parce que j'ai toujours mon taf à côté, t'as pris de l'expérience et là tu vois ce que tu fais. Ça a tenu 2 ans parce qu'en fait j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai découvert que j'étais très mauvais gestionnaire en termes de thunes. Donc ça, si jamais tu te lances dans un projet ou quoi, où tu as de la thune, il faut s'entourer de personnes qui savent faire si tu sais pas faire. Donc mais des trucs à la con, je confondais hors taxe avec taxe et tout, mais des trucs de teuteux, j'ai honte de le dire. Mais des trucs pareil, on t'apprend pas forcément non plus. Pas du tout. Et donc je perds de la thune, je me fais un peu aider, donc je réussis à remonter la pente avant d'arrêter. Et puis surtout, et c'est là où je dis que ça vient des fois dévorant et maladif. Un peu comme pour la 4L au final, où je m'étais mis une grosse déterre. Là, je passe 2 ans à... Je sors du taf à 17h, je vais bosser jusqu'à 22 minuit. Je recommence le lendemain, je me lève à 7h, je vais bosser 17h. Ça crame aussi parce qu'en effet, là, le truc qui est hyper important dans ce que tu dis, c'est que non seulement tu lances ça, donc t'es auto-entrepreneur, c'est ça ? Ouais, je monte une auto-entreprise. Et qu'à côté, t'as quand même ton CDI. Un CDI d'ingénieur où je dois taffer, je fais des puits de pétrole, un peu de responsabilité. Tu sais, c'est pas un bullshit job où je m'assois et j'attends que ça se passe. Ouais. Je bossais avec des gars en Malaisie, donc même tu vois, les réunions c'était en anglais. Je suis pas hyper fort en anglais, donc je m'en débrouillais. Des fois, j'étais rincé à la fin de la journée. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour faire ce que tu faisais, c'est des trucs où ça nécessite quand même d'avoir sa tête et si tu veux bien bosser. Et de la mécanique, c'est pareil. Et donc là, je me remets à faire des moteurs, des boîtes de vitesse, des ponts, des trucs techniques. Mais je kiffe parce que du coup, je progresse. Et par l'intermédiaire de clients, je fais ce que je kiffe, c'est progresser en mécanique, faire de la mécanique. Et là, j'adore ça. Et tes clients le savent, ça, en fait. Ils savent qu'ils viennent, ils savent que toi, t'es pas... Enfin voilà, je pense que t'es transparent avec eux. Clairement, quand je leur dis, moi, voilà, je fais ça... Toc, si j'ai un doute, on va demander à quelqu'un d'autre, machin. Ça y va. Et même la caisse là dont j'expliquais, qui m'a motivé à le faire et où ça a été compliqué, ça s'est bien fini à la fin. Tu vois, c'était une histoire de pièce. Je dis une pièce de merde parce qu'ils voulaient que ça aille vite. Et tu vois, du coup, j'ai appris à dire non à certains trucs à la fin où tu dis ouais, en fait, c'est pas le client qui va décider ce qui va monter comme pièce. Parce que du coup, on a monté un arbre à cam merdique. La caisse, elle tenait pas le ralenti. Juste, donc il a fallu que je redéculasse la bagnole. J'ai tout pris à mes frais. Ça fait chier, tu vois. Ouais, parce qu'à la fin, t'es quand même. Du coup, là, encore plus maintenant que t'as ton statut et que c'est une presta que tu décides, en fait, t'es responsable du truc. Le gars, je me rappelle un coup de fil où il me dit t'es assuré, t'as un avocat. Et tu dis putain, je vais me prendre un procès là. Ouais. Tu vois, et donc ça me génère du stress, du truc. Je me dis bon, est-ce qu'en fait là c'est cool. Et surtout, pendant 2 ans, donc les week-ends, mes jours de congés payés, je les passe aussi dans mon atelier. Parce que soit les projets un peu en retard, des trucs plus gros, le local de 100 mètres carrés passe à 500 mètres.
rempli de BM. Et donc je me rends compte que au bout d'1 an et demi, je mange mal du coup, je dors pas bien. Mon ex-copine, elle était encore ma copine à ce moment-là, elle s'est barrée parce que on était ensemble depuis le lycée. Ouais. Et quand on est sortis ensemble au lycée, il n'y avait pas encore les bagnoles et tout, tu vois. Et je me souviens, tout début de notre relation, tu vois, je lui ai dit, j'ai une passion, je sens qu'un jour ça va déborder, faudra me le dire, mais je pourrais peut-être pas m'arrêter. Ouais. Et parce que je serais dans le truc. Et là, j'étais vraiment dans cette vibe en mode, en plus de ça, je fais des sous avec ça. J'ai généré du chiffre d'affaires, je me faisais des compléments de revenus, j'étais à 2 doigts de me faire un salaire convenable, vraiment. Ah, ça prenait quoi. Ça prenait. Et je lui disais, putain, en fait, faut que tu lâches pas. Et à un moment, juste, j'ai craqué. Et ça m'a un peu dégoûté du truc. Et ce qui m'a, je pense, c'était le point de bascule, c'est que je perdais le côté rencontrer des gens, sortir, prendre des photos, raconter mes aventures que j'ai avec ma mobilette. Ce côté un peu insouciant, tu sors et tu vas te balader et tu t'amuses. Là, d'un coup, je l'avais plus. En fait, je me suis enfermé dans mon atelier dans le fin fond de la Bourgogne. Ouais. Je me suis dit, vas-y, j'arrête, c'est pas ce que je veux. Et c'est marrant parce que tu vois, la motivation que j'avais derrière tout ça, je sais que j'ai des très bons souvenirs de cette période du local. Quand je rendais la caisse à des gens, en fait, moi, mon truc, c'est que je me disais, le mec, il a sa caisse, il te la donne, il faut que quand il la récupère, il y a un effet waouh, donc je soignais l'esthétisme de ce que je faisais. Toi, toutes les pièces, on a eu démontées. Déjà, je nettoie tout, je remplace toutes les vis. Faut que ça soit beau. Mécaniquement, je me dis, c'est tellement de la merde, la mécanique, dans le sens où même si tu veux tout bien faire, il y a un facteur où ça peut chier. Tu remets des pièces neuves avec des vieilles pièces à côté. Ouais. Et même quand tu as refait une bagnole, un moteur neuf, tu remets le faisceau dessus, le faisceau c'est des vieux fils, il va te faire chier, tu vois. Tu t'as bougé, ça casse un fil. C'est comme une vieille baraque en fait. C'est l'enfer. Et donc je me dis au moins soigner un maximum, que le client il voit qu'il a donné du cœur et que c'est bien fait, qu'il comprenne que c'est pas de ta faute s'il y a un truc qui chie à côté. Puis même c'est beau, tu vois, tu récupères... je sais pas, t'emmènes ton chien chez le toiletteur, si en plus il lui lave un coup les chicots, t'es content. Bon, moi c'est un peu ce que je me disais, tu vois. Et non mais, donc je voyais ça un peu comme ça. Ce que je kiffais le plus, c'était d'avoir t'as ta facture, elle est faite, ok, cool. Mais c'était le merci et le mec qui est vraiment content, tu sais. Les meilleurs trucs que j'ai eu, c'était les bons merci. Et quand il monte dans la bagnole en mode, putain, j'ai bien été conseillé sur telle pièce, je la reconnais pas, elle est trop cool à conduire. Sur les trains roulants, tu vois, j'ai toujours... je suis un gros casse-pied pour ça, mais... Pour moi, il n'y a que 2 fabricants de suspension dans le monde qui sont valables, qu'on retrouve en compétition. Les autres, c'est des chèvres. Les freins, c'est pareil. Là, en ce moment, je vois beaucoup de gens monter des freins, de machin et tout. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis là-dessus. C'est mes a priori. J'ai essayé des systèmes de freins vendus par certains fabricants. Putain, AP Racing. Point. Moi, je me vois pas monter autre chose. Willwood, à la limite, des trucs comme ça, tu vois. Mais là, toi, déjà, en plus, t'avais ce truc en plus de savoir avec qui, avec quoi tu bosses aussi. Ouais. Tu vois. En fait, tu y étais vraiment. Et les amortisseurs, pour moi, c'est Bilstein KW. Ressort A-bar, HR, voilà, c'est tout. Donc, j'ai des clients, qui étaient un peu réticents parce que ça coûte cher, etc. Monter les pièces. Avant ça, ils avaient des trucs achetés sur eBay ou BC Racing, enfin d'autres marques. Ouais. Je cite, c'est pas très cool, mais je trouve que c'est pas terrible. Et à chaque fois, ils étaient en mode, c'est bien et tout. J'étais content, je disais, putain, cool, le mec est satisfait. Je pense que je lui ai pas coûté trop cher. Tu sais, il y avait un peu ce truc et c'est bien fait. T'avais de l'empathie en fait. Là, tu parles juste d'empathie en fait. Toi, tu te dis, tiens. C'est de l'empathie que j'ai eu grâce à un ami. Tiens, ça peut être. Enfin, je repense à Kenny. C'est un copain qui est plus de ce monde et qui est parti un peu trop tôt et que je connaissais depuis le lycée. J'avais refait sa mobilette quand on avait 16 ans. Et tu vois, il y a déjà ce truc de bricoler un peu pour les potes. Et lui, il était bricoleur et tout, mais c'était pas trop son truc. Et c'était la mobilette de son grand-père, du coup, que j'ai chez moi, parce que son père m'en a fait cadeau. Et comme un peu un souvenir, tu vois. Et cette mob, du temps du local, elle était là. Et des fois, je la regardais, c'est un totem. Je m'en sers de temps en temps, je vais chercher les pizzas, il y a un porte-bagages sur celle-ci, elle est pratique. Je mets le sando dessus et je roule. Et elle démarre tout le temps. Je n'y ai pas retouché depuis 15 ans. Je mets un coup de pédale, elle démarre, elle est habitée, tu vois. Et Kenny, je lui ai fait sa mob, il m'avait juste fourni les pièces. J'y ai passé un temps fou, je l'avais démonté, toute polichée dans le jus. T'avais fait un truc propre. Ouais, propre, un moteur neuf, terminé quoi. Et on a échangé les câbles, les gaines, mais tu sais, je m'étais appliqué à ce que les gaines elles aient la même courbure. Tu sais, quand t'es dessus, tout est symétrique, c'est joli. Et j'avais eu un tel merci, je m'attendais à rien. Pour moi, je lui faisais sa mob. J'ai déjà refait des mobs pour des potes qui m'avaient même pas dit merci, tu vois. Et lui, son merci, je l'ai encore, tu vois, le bonheur, c'est un grand gaillard. Il était si heureux, tu vois, quand je lui ai rendu sa mob. Et quand j'avais le local, des fois, j'avais pas de merci, juste des mecs qui te font le virement, ils récupèrent leur caisse. Ça aussi, tu vois, ça me démotivait un peu, j'étais en mode... Ouais, c'est pas pour ça que tu le fais, en fait. Toi, je me disais, merde, moi, je voulais rendre le gars heureux, tu vois. Quand le mec, il te fait chier pour de la connerie à côté, t'es là en mode... Ah putain, dis merci. Ouais. Je sais pas, genre...
Mais c'était un peu la motive derrière le local aussi, aimer faire de la mécanique et faire plaisir aux gens, ou je sais pas. Sauf que c'est une utopie, tu fais pas plaisir aux gens quand t'as un business. Enfin, quelques-uns, mais tu vois, les gens venaient souvent chercher leur voiture le samedi. Ouais. Je suis le long de la ligne de train qui fait Paris-Lyon, donc les gens partaient, c'était souvent des Parisiens. J'ai eu des voitures un peu des quatre coins de la France. Il y a des gens qui se mettaient des déterres depuis Toulouse, Haute-Savoie, enfin, Suisse, à m'amener les bagnoles, tu vois. Donc je me disais, putain, c'est qu'ils ont envie que je bosse dessus, quoi. Et ça, c'était les meilleurs clients à chaque fois aussi. Ceux qui venaient de loin, ils avaient vraiment envie que ça soit moi qui touche. C'est hyper gratifiant, ça. C'est trop bien. J'ai appris plein de choses. Donc, pareil, une bonne aventure. J'ai appris que j'étais pas fin gestionnaire. Maintenant, tu le sais déjà. Ouais, c'est une bonne et que la chose. mécanique, c'était plus un truc à faire un peu en passion, passe-temps. C'est pas terrible comme expression, passe-temps, parce que c'est un peu les gens qui disent je vais tuer le temps. Passe-temps, dans le sens, c'est un truc que tu aimes passer ton temps à faire, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand je parlais de voiture de Haute-Savoie, c'est là où je rencontre Kevin, qui du coup, lui me ramène sa voiture pour des gros travaux dessus, qui me l'amène d'Annecy. Et à peu près le même âge, tu sais, un peu comme toi et moi. Tu sais, ça colle, ça discute, c'est cool. Vous vous êtes pas enregistré, vous, par contre, c'est ça, là, peut-être la différence. Ah oui, non, nos discussions. Mais tu vois, c'est marrant parce que je les ai encore bien en tête. Et en gros, il venait de loin à chaque fois et tout, donc on se met à dîner ensemble. Donc la voiture était à Annecy, mais il bossait à Nevers, chez W Autosport. Il a son passif sur certains projets assez connus qu'ils ont fait et tout. Ouais. Et donc on discute, machin. Et je lui dis, bah tiens, ta voiture, ça va être les dernières que je fais. Moi, j'arrête le local. Je vais sûrement changer de boulot, changer de région. Genre, je savais pas trop, tu vois, à ce moment-là. J'arrête ça. Et il me dit, mec, c'est trop con, t'as un truc. Viens, on monte un truc ensemble. Moi, j'ai un Instagram, j'ai du monde dessus. On essaie de se servir de ça pour faire une vitrine et on monte un garage frontière suisse. L'idée, là, c'était pas que je fasse moi la mécanique, plus que. Du coup, j'avais un peu cette petite, comme tu dis, expertise, vision du truc de la mécanique. Ouais. Donc, peut-être plus avoir des mécanos. Moi, faire de la gestion de projet, c'est ce que je fais aussi dans mon taf d'ingé. Plus tu savais niveau gestion, gestion pure, pas gestion de projet, mais gestion de boîte, ce qui t'avait fait un peu défaut côté. Ça pouvait fonctionner. Tu t'étais planté déjà, donc en fait, t'avais fait plus 80% du boulot en gros, tu vois. Et Kevin, lui, il est très marketing, etc. Plutôt bon là-dedans aussi, donc on se dit, bah, let's go, on fait ça. Enfin, on en discute et on se dit pas du tout let's go parce que moi je dis non. Je dis non. C'est lui qui te pousse plus. Ouais, et moi je dis mécanique, vraiment, fait chier, j'ai pas envie. Plus envie, ouais. Plus envie, et ça va être des emmerdes et tout, puis ça me plaît pas. Et tu vois, au tout début, tu parlais de trajectoire, vraiment, tu vois comment ça peut. Parce que ça se trouve, j'aurais dit oui à ça. On allait à la banque, on faisait un crédit, on achetait un bâtiment, on montait un garage avec Kevin, tu vois. C'est les trajectoires. Et je lui dis, par contre, j'avais un média qui s'appelait Vago, avec Yannick et Julien. Julien, à ce moment-là, on se parlait plus trop. Et par contre, Yannick, on s'était dit qu'on referait un truc tous les deux. Et moi, j'avais certains clients, je faisais pas mal de stories sur le local, etc. J'expliquais ce que je faisais, qui me disaient lance-toi sur YouTube et tout. Ce que tu disais tout à l'heure, t'as une bonne diction, on aime bien quand tu parles. Je disais bon, ok, Vago c'est fini. Donc j'ai plus aucun. Je partage mes photos sur Insta, mais j'ai plus de quoi partager mes aventures. Donc ça me manquait, j'arrête le local. Et on en parlait avec Yannick, je disais vu que j'arrête le local, est-ce qu'on se relancerait pas un projet? Redémarrer Vago, on pense que c'est une mauvaise idée parce que tu sais, faire un bis repetita ou quoi, genre voilà. Je pense que Vago, c'est bien où c'est, et qu'on se dit relancer autre chose, peut-être plus sur YouTube ou podcast, tu vois. On change un peu de format. Ouais, on réfléchissait à ça. J'en parle à Kevin qui me dit putain, vas-y, méga intéressant. Et je suis bouillant, c'est ma seconde option aussi avec mon Instagram, qui à l'époque était huge, genre déjà il avait 200 000 abonnés. Ouais, Machinistique, ça. Ouais, c'est un truc costaud. Ouais. En fait, c'est du repost, il repartage des photos qu'il trouve à droite à gauche, mais c'est un putain de boulot. Et il le fait avec bon goût, le feed il est méga propre, c'est cool, tu vois ce qu'il partage. En fait, c'est une espèce de ce type d'Instagram que vous connaissez sans doute, c'est un peu une plateforme dans la plateforme en fait. Quoi. Ouais. Mais c'est beaucoup de boulot, bien évidemment, c'est pas juste prendre des trucs et machin, il y a tout un. Non, faut chercher. Il y a les crédits, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs. Et puis donc il faisait ça et on se dit vas-y on va lancer un média. Et là on part vraiment pas la fleur au fusil, on est en mode par contre on le fait avec un objectif, enfin il y a deux objectifs en soi, c'est produire un contenu de qualité pour les gens qui kiffent, tu vois. Vago, ça me faisait plaisir quand certaines personnes me disaient putain j'ai lu Vago à midi, qu'ils avaient hâte que ça sorte, c'était leur temps de pause, tu sais, entre midi et 2, ils ouvraient ça sur le PC du taf. Je disais ça, donc ça serait cool qu'il y ait quand même un média avec ligne éditoriale, du texte, etc. À côté, on fait le YouTube. Ok, on se lance et on se dit par contre, faut qu'on en vive. L'objectif, c'est de sortir de ces tafs de merde, quoi. Et à ce moment-là, très fâché, moi, avec le monde du salariat, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Et donc, on se lance, on fait Machinistique. Et donc là, on se met pendant un an. À ce moment-là, je sais que je suis mauvais gestionnaire et du local, j'en tire aussi qu'il faut avoir du temps pour dormir dans la vie et voir un peu ses proches, voir ses potes. Et là, mes potes, je les voyais
Pendant 2 ans, je voyais mes potes dans mon atelier, en fait, ils venaient boire des coups chez moi, quoi. Ouais. Je sortais pas. Et toi, t'allais nulle part, ouais. J'étais dans ma caverne, quoi. Et je revois des photos des fois de cette période, je te jure. Quand je dis que c'est maladif, des fois, là, c'est que j'étais trop dans le truc. Et tu vois, des fois, tu sais, des anciens qui ont 50 ans et tu vois qu'ils sont rentrés dans ce truc-là, tu vois, ils sont usés. Ouais. Parce qu'ils ont fait que ça, à la recherche d'un truc. C'est pas une mauvaise chose, après, c'est juste qu'en effet, comme faut kiffer. En fait, il faut qu'il y ait un temps pour tout, mais il faut pas, en effet, je pense, dans tout projet, alors pareil, moi je parle évidemment sans avoir fait ce que toi t'as fait avec le local, mais j'imagine qu'il y a quand même ce truc, tu vois, où il faut te dire, ok, là c'est un mal nécessaire, tu vois, c'est normal de se faire des tunnels pendant 2 ans, des trucs de machin, mais il faut quand même faire la balance et s'écouter, je pense, sur le fait qu'à un moment, tu vois, comme tu disais, tu manges mal, du machin, donc niveau santé, tu devais avoir un prix un peu cher, tu vois, entre guillemets, sans t'en rendre compte, faut réussir à faire un peu cette balance et en effet... lever le pied au bon moment, tu vois. Parce que sinon, le truc après, c'est l'effet inverse. Tu t'en dégoûtes et après, t'en arrives un peu comme toi, du coup, avec le local, où à la fin, t'as préféré la provoquer en fait. Avant que ça arrive tout seul. C'est ça. Et donc, Machinistique, on rejoint le projet avec Yannick. Et donc, un des trucs du local, je me dis, il faut être à 100% dans le projet. Pas de taf à côté. Et on a eu la chance d'être en France. Et quand tu montes une société, tu as l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Tu touches une indemnité tous les mois et tu montes ta boîte. Ouais, ça te permet de te lancer et d'avoir un stress en moins, quoi. Bon, moi je pars, du coup, je perds pas mal de salaire, j'avais des charges sur le dos, machin, donc c'était un peu touchy financièrement, mais c'était 2 ans, une belle aventure. On monte une SAS, là on se structure vraiment, comptable, machin. On se monte un business plan qui était foireux. Je pense pourquoi il était foireux. On s'est trop dit que les 200 000 personnes sur l'Insta, qui sont 400 000 aujourd'hui, allaient sur le site, lire, qu'on allait générer beaucoup de vues sur le site rapidement et donc vendre de la pub. Et on s'était dit on vendra de la pub sur le site et le business il est là. Comme ça, nous, la pub, c'est un truc à part de notre DA. On mange sur la pub, en gros, et on propose du contenu qui nous plaît en étant libre. Ton canal d'acquisition, c'est le contenu entre guillemets libre qui amène vers le site. En gros, c'était ça. Plus YouTube. Et on se dit YouTube, pareil, tu vois, c'est énorme, 200 000 abonnés sur un Insta. Tu dis on monte un site internet, les gens ils vont aller cliquer, même si c'est 1%. Mais en fait, ça marche pas du tout. C'était même pas 1%. Tu vois, la chaîne YouTube, elle a fait 6 mois, on a fait 4500 abonnés. Ce qui est déjà bien. Bon, je voulais au début de la vidéo où je disais 4500, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est quand même beaucoup. En 6 mois, on sortait une vidéo tous les 15 jours. Parce que du coup, on a sorti le site internet, donc c'est 1 an de boulot avant de sortir le site internet. Monter la boîte, c'est le site internet, le design, trouver des articles à mettre dessus. Et là, pareil, rebelote, l'expérience de Yannick et tout, qui aide pour toute la partie site. Donc on se monte un site qui est joli, qui est toujours en ligne aussi, machinistique.com, avec un shop, produits merch, t-shirts. On se dit on va lancer des collections de t-shirts tous les 3 mois et tout. Donc pendant 1 an, en fait, on se prépare une année où on va lancer ça, là. On sort le site, ça marchote, mais on voit que pour gagner de l'argent, ça va pas être si facile que ça. Vous rentrez pas dans les cases du BP que vous aviez fait. Non, en fait. Vraiment pas. C'est pas notre fort en plus, on partait quand même un peu la fleur au fusil, je pense. Et donc on se lance, et à un moment on se dit bon, maintenant le site il tourne un peu, le merch ça tourne un peu. On se lance sur YouTube, qu'on a des concepts de vidéos, etc. Donc là on rencontre plein de gens, c'est hyper intéressant. On y amène un peu la patte qu'on retrouve un peu sur Vago, où je trouve que l'automobile, comme on disait tout à l'heure, c'est un prétexte des fois sur des photos, mais aussi dans la live, ou pour écouter de la musique, etc. On se dit ce serait cool de Vago, il y avait ça, je faisais une chronique sur le cinéma, il y avait une playlist associée à chaque édition. Tu faisais des crosses comme ça entre... Mes meilleurs souvenirs à Strasbourg, c'est me balader dans la caisse et avoir l'écran de pare-brise, genre tu vois la vie des gens, tu te racontes ton film, tu mets de la musique, c'est une BO, c'est assez intéressant. Et donc sur Machinistique, on voulait un peu montrer ça. Donc tu vois nos essais de voiture qui s'appelaient les Carjackés, qui est une référence à un bon film belge. Et Dick Kennec, putain de film. Et du coup, l'idée c'était qu'on nous prête une caisse. Tu vois, même les essais, moi je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de propriétaire, que ce soit un garage qui nous la prête, qu'il n'y ait pas d'affect et qu'on puisse essayer la caisse pour ce qu'elle est. Et on parlait de design, on essayait de trouver des infos sur le designer, comment les dessiner. Un peu des trucs un peu à la POA. Mais en même temps, on roulait la caisse un peu comme elle doit être roulée. Si c'était une voiture qui s'y prêtait, les voitures de notre Dream List, c'était que des voitures qui prêtent à être vraiment conduites. Et du coup, c'était très cool. On parlait de musique, on avait toute une session pareil avec playlist et tout dedans. Vous avez fait un très bon épisode que moi j'avais. Alors, il y en avait beaucoup qui étaient très bons, mais il y en a un comme ça, là, si tu m'en parles, qui me revient, c'est celui avec la 911, la GT3. Ouais, c'est le premier carjacké. Elle était cool. C'est le plus réussi, je trouve. Lui et la Ferrari, c'est très cool. La 911, en plus, la caisse nous a hypé de ouf. Et pour le coup, ça. Pareil, et en plus, t'es arrivé un peu avec ce truc, a priori. Et finalement... Moi, les 911, j'aime pas ça. Et j'aime pas ça. Non. Je comprends pas la hype autour de la 911. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais je vais résumer très simplement mon avis de la 911. Si elle est d'origine, c'est nul. Mais comme une série 3, comme n'importe quelle voiture.
Et il y a une 911 qui est d'origine et cool, c'est la GT3. Et encore que celle qu'on a essayée, c'est celle d'un copain qui fait que de la mécanique sur Porsche. Après, la GT3, et c'est aussi, je pense, là que tu veux en venir, c'est que c'est quand même une version de la 911 très affûtée. C'est radical. Et la GT3, c'est cool. En gros, c'est soit elle est modifiée ta 911, soit c'est une GT3. Et Lucas, ce qui était fou, c'est qu'en gros, on est allé chez lui, on s'est retrouvé à 9h du mat. Il a ouvert le box, on a sorti la 911. Il a dit, bon, bah, je vous retrouve à 14-15h. Et on est parti rouler avec sa caisse. Le mec, confiance totale. Et du coup, c'est trop bien parce que t'as une responsabilité, c'est de pas abîmer sa voiture. Et le gars nous a dit, ouais, les pneus, faut qu'ils montent en température avant que ça grippe. C'est pas dit, mais il sait qu'on va essayer sa voiture. Ouais. Il vous met pas en garde, mais il vous dit, voilà, les gars, si jamais. Et putain de révélation, cette caisse. C'est là où je suis matrixé par la E30, mais tu vois, là, je l'ai comparé à la E30. Et Lucas, lui, il a une E30 avec un S50 dedans, qui est super bien monté. Et il préfère sa E30 à sa GT3. Ça en dit long pour moi, tu vois. Non, c'est clair. Et du coup, on essaye sa GT3, on fait les vidéos sur Machinistic. On fait les J'irai rouler chez vous. On va à la rencontre de personnalités, un peu comme tu fais là avec ton podcast, t'invites des gens. Nous, on se rend chez eux, ils nous montrent un peu leur univers, leur garage, l'endroit qu'ils préfèrent. Et après, on part rouler sur leur route préférée. On finit sur un spot, on se pète une bière, on discute. Ça, c'était très cool. Et on en a fait un avec le premier avec Tony Tomassi qui est à Lyon. Très très cool, qui fait de la fibre de carbone. Pareil, qui a monté sa boîte, qui est un vrai passionné, pareil, sans lui, quoi. Donc on a fait un épisode avec lui, Yannick a animé, qui voulait pas faire YouTube. Donc Yannick a quitté le projet après ça, il a pris ses distances de Machinistic, en mode bon en fait YouTube, c'était sûr, il a fait l'effort, tu vois, c'était chouette pour le projet, pour le collectif. Ouais, bien sûr. Je me suis dit je vais prendre un peu mes distances, je vais rester en backup derrière pour tout ce qui est gestion du site, etc. Un peu parler de l'ADA et tout. Du coup je me suis retrouvé tout seul avec Kevin et on n'a pas vraiment réussi à trouver un rythme de travail à deux. Ça demandait trop de boulot aussi à deux, je pense, on a mis la barre trop haut. Et ça devenait trop un truc où là c'était trop vivre de sa passion et pas vivre sa passion aussi. En gros, moi j'entends un peu quand tu dis ça qu'entre guillemets vous aviez un peu chargé la mule en termes d'objectifs. On voulait faire trop de trucs. C'est impossible. En plus, je pense qu'on arrivait avec un souci de DA. En mode, sur l'Instagram, c'était que des grosses caisses très stylées, c'est léché, tu vois. Ouais. Et nous, on arrive avec un contenu un peu plus brut, qui nous ressemble un peu plus à qui on est, tu vois. C'est-à-dire du contenu filmé avec les moyens un peu du bord. On avait des bonnes cams, des bons trucs, mais tu vois, c'était perfectible quand même. En essayant de bien faire, mais surtout avec des caisses auxquelles on a accès. Ouais. Et donc, ça a dénoté un peu des deux. Un Instagram anglophone, une chaîne YouTube française. Ça, c'était foireux. Et puis trop de taf, faire 2 vidéos par mois, faire du merch, faire le tournage, pas d'oseille du tout. Parce que 2 vidéos par mois, sur le type de prod que vous aviez, mine de rien, et avec les moyens que vous y mettiez, parce que vous n'aviez pas d'équipe de prod ni rien. Non, c'est tout. Montage, on a pris le montage nous-mêmes. Ça représente un taf de ouf quand même. Ouais. Non, c'était injouable. Plus gérer la boîte, essayer de aller à des events. Ouais. La période estivale où on s'est lancé sur YouTube, on était tout le temps barré. Donc c'était 2 ans, par contre c'était génial parce que là ça m'a conforté dans l'idée que je veux faire ça. Ouais. C'est que t'es tout le temps barré, tu rencontres des gens. Faire ça, c'est-à-dire vivre de l'auto quoi. Vivre de l'auto, mais de cette manière-là, l'auto-passion. Faire du contenu, partager avec les gens. Parce qu'en plus de ça, du coup, par rapport au merci, tu vois, de Kenny, au merci des gens qui sont contents, quand tu produis du bon contenu et que les gens ils s'évadent avec ce que tu as produit, tu véhicules un message où les gens adhèrent à ton message. C'est hyper cool, tu vois, c'est gratifiant. Ouais, tu te dis t'as gagné quoi. Ça, je me rends compte aussi, t'en parlais au début avec Benzine. En fait, quand on a lancé Machinistic, Benzine m'ont invité à tourner des vidéos avec eux juste un peu avant. Ouais. Et donc au début, j'y suis allé, bande de potes, tu vois. Je pensais que c'était par le lien de Machinistic, tu vois. En fait, David et Anthony de Benzine, du coup. Qu'on embrasse. Ouais, les gars. Et qui mériteraient aussi un épisode, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Écoute, alors, ils sont sur la liste. Après, si vous voulez venir ensemble, les gars, je suis prêt à investir dans un dans un fauteuil supplémentaire. Celui-là, c'est pas comme ton tapis. On mettra la Lotus. On mettra un gars dans la Lotus. Non, en gros, je les ai rencontrés quand c'est Vago. Donc ça date. Ah oui, donc ok. Ouais. Un petit jump en arrière du coup sur. Il y avait du coup ils étaient pas aussi connus que maintenant. Nous c'était le tout début, j'avais contacté Anthony voir si on pouvait faire des trucs entre Benzine et Vago puisqu'eux aussi ils ont une petite partie éditoriale sur leur site. Voir si on pouvait faire 2-3 petits crosses qu'on n'a jamais fait parce que tout de suite ça partait des trucs business et Vago c'était pas business. Par contre ils venaient nous on faisait des Vago binous. En gros on a les places de Fontenoy. Et on ouvrait le coffre d'une de nos bagnoles, il y avait des bières, des chips, des trucs, et on réunissait une 50aine de personnes qui venaient. On en a fait 3. Et donc je les ai rencontrés là. David voyait mes stories sur le local. À ce moment-là, il me dit tiens, viens tourner des talks avec nous. On en tourne 4 ce soir. Parce que ils avaient Benzine, ils ont toujours ce truc effectivement de.
création de contenu à côté, parce que Benzine, pour rappel, du coup, c'est une plateforme de vente aux enchères de bagnole. Ouais, c'est des vendeurs de bagnole. Hein. Et à côté, il y a quand même toute une ligne éditoriale avec un peu ce positionnement à la fois un peu décalé, parce que c'est vrai que c'est pas en mode on est des experts. C'est pas Arturial ou Bonhams, quoi, ils se prennent pas la tête. Non, c'est très bon délire, et c'est effectivement, il y a un côté humoristique. C'est vraiment fait par des passionnés aussi, ils vivent la caisse. Hein. Et toi, du coup, t'es sollicité pour. Et moi, il me dit, viens et tout. Donc Lorenzo, qu'on connaît, c'est déjà un peu avec eux aussi. Eux, ils sont très. C'est quand même sérieux, tu vois, ils sont un peu geekos, voilà. Et moi, je peux être très geek aussi, mais j'ai un peu ce truc, tu vois. Je pense que j'amène une touche un peu dans le groupe. On fait les 4 épisodes où je suis un peu quand même impressionné, tu vois. Pour le coup, c'est les premières fois que j'ai des caméras sur moi. Machistique, on n'avait encore pas vraiment fait de vidéo. Je me dis, putain, c'est cool, machin, c'est marrant, on rigole bien. Les vidéos sortent, les gens me kiffent bien. Donc je vois les commentaires, plus de Armand, machin. Je dis, c'est sympa, c'est motivant, tu vois, à me lancer là-dedans. Alors que la vidéo, c'est pas un truc que je kiffe de base, tourner. En fait, j'aime bien avoir l'idée de faire une vidéo. La tournée, ça va. Le montage, c'est un enfer. Ouais. Moi, j'aime bien la photo, parce que quand tu traites tes photos, que tu les tries, tu te mets de la musique. Tu sais, tu te mets chez toi, t'es cocon. T'es là, tu retouches tes photos, tu te mets dans un... Ce qui est moins le cas avec la vidéo, ouais. La vidéo, tu t'entends 3 fois dire la même chose, tu vois ta sale gueule tout le temps, t'es là, putain, c'est chiant, tu vois. Mais bon, après, quand tu délivres la vidéo et que t'as ces fameux retours, c'est cool, donc c'est là où ça vaut le coup. Mais c'est quand même beaucoup plus de douleur que de la photo. Là, t'es que pour les bons moments, entre guillemets, parce que tu tournes, finalement, tu participes. Ils ont une boîte de prod, Benzine. Ouais, c'est ça, il y a de la prod. Donc je viens, tant qu'on tourne, je m'en vais. Et donc on fait ces 4 épisodes-là pour rire. Les 4 d'après, ils les font sans moi. Et dans les commentaires, c'est où est Armand? Donc David, il faut que tu reviennes. J'ai dit avec plaisir. Et du coup, j'ai tourné avec eux pendant une bonne année et demie, là, je crois, avec Benzine. Ouais, mais il y avait les talks, mais du coup, pas que, parce que... Il y a eu les speech up où David me dit, j'aimerais bien qu'on fasse un format, on regarde tous les deux beaucoup de contenu anglophone, et il me dit, ça serait très cool si on faisait un format un peu où tu présentes une caisse. Et donc moi, ce que je voulais pas, c'était essayer une caisse sur route, ouverte, en région parisienne. Tu peux pas l'exploiter, et je me considère pas comme un essayeur de bagnole, tu vois. À ce moment-là, vous aviez déjà fait les vidéos un peu avec Machinistique ou même Eh ben non. C'est même pas genre de cette expérience que tu vois ce que c'est avec Machinistique, donc tu te dis, galère du coup de faire ça. Et Machinistique, les carjackés, on se dit, on va rouler la caisse, mais on va pas parler de la conduite vraiment de la caisse. Alors il y a un moment où on donne un peu notre avis, il y a 2-3 moments où on lâche les chiens, mais en soi, on montre pas vraiment comment on roule les caisses, tu vois. La speech up, c'est que statique. C'est que statique, et j'essaie de pas parler de la voiture. Bizarrement. Toi, la Dauphine, j'ai parlé de plein de trucs. J'ai parlé de l'accès aux femmes à l'automobile. Ouais. C'est la Dauphine. Toi, j'essaie de parler de trucs un peu sociétaux, pop culture, design, sans rentrer dans le détail de elle est cool parce que le pédalier. Il y en a d'autres qui le font très bien, tu vois ça. Ouais. Tu parles plus de la voiture finalement comme un peu comme un personnage, tu vois en fait. C'est plus... un peu un objet pour le coup. Et ça a été un peu clivant parce que les gens voulaient un essai. Et je pense qu'on a touché une part de public qui veut un peu ça roule quoi. Et moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là. Puis ma diction, elle est escalée, mais je parle quand même plutôt posé. Je suis pas dans le spectacle, tu vois. Je raconte ce que j'ai à dire et voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui sont dans autre chose. Et c'est très marrant, les stats des speech up, il y en a qui ont méga bien marché. Ouais. Et d'autres, pas du tout. Donc ça, c'est assez spécial finalement, que c'est en dents de scie. Donc là, le dernier qu'on a fait, c'était une Clio V6. Où je l'ai essayé. Et du coup, on a amené ce truc de là, pour le coup, elle a été produite, la vidéo, tout Benzine. Et c'était... on peut dire à la réalisation, c'était un ami, Nicolas, et moi. On a amené nos cams, on a filmé avec ce qu'on avait. Et donc on a fait un essai, et là je me suis un peu inspiré de ce qu'on sait avec Machinistique. Et où dès le début je conseille qu'un disclaimer en mode de toute façon il pleuvait, donc voilà, j'ai pas envie de torpiller la caisse. Surtout avec une Clio V6. Ouais, c'était une phase 1 en plus je crois, non? 2. Une. Ouais, oui, t'as raison. Donc encore plus... J'ai pas trouvé ça dangereux moi, mais après je l'ai pas roulé comme un sac. Je l'ai pas roulé, mais c'est vrai que j'entends à droite à gauche. C'est très cool comme caisse, c'est marrant. C'est que c'est beaucoup moins abouti qu'une phase 2 apparemment. Pour ça, faudrait essayer les deux sur un circuit en vrai. Le seul juge de paix, j'en ferai une vidéo ça sur ma chaîne YouTube sur l'arsouille et le fait de rouler vite sur route ouverte. Rouler vite sur route ouverte qui veut pas dire dépasser une limitation de vitesse aussi d'ailleurs, parce que tu peux prendre des itinéraires où t'as 90 sur cet itinéraire là, c'est complexe. Pour moi ça c'est de la pure arsouille, mais l'arsouille c'est tu te bats un peu contre toi-même parce que si t'as une bonne voiture elle est capable de rouler bien plus vite. Et puis les conditions sont tellement changeantes sur route qu'il y a... C'est jamais la même chose. Le seul truc pour juger une caisse, toi les mecs qui te donnent un avis parce qu'ils ont essayé une caisse sur un boulevard ou même sur ma petite route de bagarre à côté de chez moi qui est mon juge de paix à moi, je sais très bien que je peux pas comparer les caisses. Je peux te dire si je l'ai trouvé sympa ou pas. Et dans ces essais-là, j'essaie d'amener ça du coup. Est-ce je la trouve cool? Pourquoi? Est-ce qu'elle m'amène un truc? Bon, voilà. Après, est-ce que de dire si elle a une bonne caisse ou pas et qu'elle va claquer un temps ou quoi? Déjà, je m'en fous. Et de deux, c'est difficile à dire.
Mais du coup, Benzine, ouais, il y a eu tous ces petits moments-là, c'était très cool. Là, pour le moment, c'est un peu stand-by. Ça se reprendra peut-être après, je sais pas. Ouais. Mais c'était cool parce que ça m'a amené un peu ce truc de rencontrer des gens qui me disent c'est trop cool, on kiffe bien la vibe, etc. La preuve en est, t'es là parce que, comme je disais, moi je t'ai connu comme ça en effet. Mais c'est fou. Mais il y a plein de gens, là, il y a quelques semaines, on était sur circuit avec un pote, Laurent, qui fait de la course auto. Il y a des gens qui viennent me trouver et c'est là où justement c'est marrant, tu vois, parce que ce qu'on disait, 4000 et quelques abonnés sur Instagram, c'est que dalle. Mais pour le coup, sur YouTube, Benzine, on en a beaucoup plus. Et donc, les gens me connaissent par Benzine. Machinistique un peu aussi, donc ça me faisait chaud au cœur quand des gens venaient, putain c'est machinistique et tout, ça c'est cool. Bon, Benzine très sympa, à voir ce que ça donne à l'avenir, mais c'était marrant. Là ça s'essouffle un peu les talks et tout, on a fait le tour du sujet je pense. Ouais, je pense qu'après il vous faut d'autres sujets, mais enfin c'est vrai que c'est toujours très bon délire à regarder en plus, et c'est... Non, c'est trop cool. Après, je parle pour moi, mais c'est vrai qu'en bon passionné, on s'y retrouve. Moi, des fois, je suis là, je réagis, je dis ah, mais c'est ça qu'il fallait dire. Bah ouais. Mais, y a ça. Mais dans les commentaires, c'est trop drôle, les gens mettent leur choix et tout. Leur concept de talk, il est trop bien, tu vois. Parce que c'est pas un truc podcast ou quoi, c'est vraiment, on donne des tops, hein. C'est top machin, ça débat. En plus, on a tous les 3-4 des choix. Vous avez des univers très différents. Tu vois. Voiture, Thomas, lui, si c'est modifié, il a acheté une M346, Thomas. Et je lui ai arrêté pas de lui envoyer des... Et tu dois me montrer, Thomas. Ouais, c'est une boîte auto, je sais pas si ça vaut le coup. C'est la SMG, ouais. Aïe. Moi, je lui dis, il faut acheter 4 roues Apex concave, combiné KW, flap avant, mal CSL, pété dans le sol de Recaro Polpo, de Mierso. Sinon, elle est à chier, la M3. Et non, elle va rester d'origine. Ça reste une très belle voiture. Bien sûr. Bref, on n'a pas les mêmes perceptions, du coup, ça donnait des débats et tout. Faites pas que toi, c'est trop drôle. Il y a David, il y a David. David, on se rapproche un peu dans le délire. Antoine aussi. Antoine, qui est très d'origine et casse-puce atypique. Moi, des fois, j'ai choisi un peu en random. Là, sur les derniers, c'était placer les trucs les plus cons. Je place une meilleure diesel. Il me donne le sujet, je reçois le sujet 2 jours avant pour réfléchir à mes choix. Je dis, putain, les gars, meilleur diesel. Et moi, je me dis, les seuls trucs que je kiffe avec des diesels, c'est les camions. Les tracteurs et les trains. J'avais pas une voiture, tu vois. Mais au final, les gens, ça les fait marrer. Moi, ça me fait marrer. Et c'est là où tu peux faire découvrir d'autres univers. Et ça va être le but de la chaîne YouTube que je sors là. Et bah par rapport à tout ce qu'on raconte, c'est là où du coup tout prend son sens. C'est que là, je vais te bosser tout seul pour une fois. Parce qu'au final, je pense que je suis un peu dur à travailler en groupe. J'en ai pris conscience. Mais alors attends, avant que tu parles de ça, est-ce que le dernier truc qui fait que... Enfin, qui là, te fait dire que tu prends conscience, c'est du coup un truc qu'on n'a peut-être pas trop parlé, mais c'est la fin. Arrêté. Ouais, pourquoi en fait du coup, comment ça s'est passé du coup Pourquoi il y a plein de raisons, et on va pas forcément s'étendre dessus, mais comme je disais, on n'avait pas de thunes, les différences de DA... que je sois un peu compliqué à travailler, qu'on était aussi géographiquement avec Kevin loin. C'est pas, c'est donc dès que tu vas te déplacer, c'est des billets à mettre, rien que payer un billet de TGV pour bouger, c'est chaud. Puis ce truc de DA où on faisait pas du machinistique comme la page Instagram existe sur YouTube, on n'était pas à l'aise en fait. Ce que tu disais. Et je pense que ça crée un malaise sans qu'on vraiment le dise au début. Puis à un moment ça a monté. Yannick s'en va du projet parce qu'il sent un peu ce truc là, je pense. Nous on persiste parce que t'es dedans, t'as monté ta boîte, t'y crois. Les gens kiffent, tu dis ça va marcher, on se fait inviter par des marques sur des événements qu'on peut filmer. On a fait le tour auto avec BMW, ils nous ont prêté à 2002. C'était vraiment très cool. On a vécu des trucs super qu'on a pu partager aux gens à notre manière. C'était trop bien. Juste on a fait un road trip dans les Dolomites aussi avec SW Motech en partenaire, BMW Motorrad. Enfin, on a invité des potes. J'ai vraiment ce truc aussi. Je vois pas faire un truc sans mes potes. Tu vois, j'aime trop être avec mes copains. Et venez, on part en moto, on vous fait la surprise. On a ouvert la porte de la concession BM. C'est nos motos. Ah bon? Genre les potes, c'est en mode mon pote Brice qui adore la baroude, il avait un 1300 GS tout neuf. Pote Laurent qui adore les motos un peu de sport, il avait une S1000 RR. Putain, une canne de ouf. Mais on a fait et puis on va dans les Dolomites, on va se faire le Stelvio et tout. Oh la vache. Tu gâtes tes potes, tu gâtes les gens qui regardent, parce que tu essaies de faire des belles images. Il y a tout qui marche bien, l'équation elle était pas si mal. Mais il y avait ces 2-3 grains de sable. Et de l'expérience Vago, où Vago ça s'est fini. Aujourd'hui on est tous en bon terme et tout, mais il y a quand même eu un peu de douleur, tu sais, ça te crée un peu des traumas quand t'arrêtes un truc. Et c'est vraiment des expériences de vie aussi. Tu le vis comme une espèce de... C'en est c'est une rupture, tu vois. Et le local, ça a été pareil. Et aujourd'hui, je processe encore des trucs des fois, tu vois. Mais je trouve ça méga intéressant parce que, tu vois, dans le truc vivre la passion, c'est pas juste vivre le truc d'avoir une caisse et de faire le beau avec ou d'aller te faire le con avec. Il y a vraiment le truc de, quand t'essaies d'en vivre, t'en vis, et pas que pour gagner de l'argent, et c'est que t'en vis parce que t'apprends tellement sur toi, tellement sur les gens, sur comment ça marche certaines choses. C'est hyper intéressant. Et donc, Machinistique, ça s'arrêtait en bon terme. Ça s'arrêtait à un moment, je pense, où en plus, il y allait avoir un point de pivot où on allait pouvoir commencer à gagner notre vie.
Ouais. Il y a des contrats en discussion, des trucs. Donc ça pouvait être cool. Et c'est là où moi j'ai vraiment dit, est-ce que j'ai envie de m'engager dans un truc où on va avoir des contrats avec des marques et tout. Si t'es pas en confiance avec toi-même et qu'une marque te fait confiance, il y a un truc ça s'accorde pas. C'était votre objet, c'était d'en vivre, mais pas forcément de cette manière-là. C'est ça que tu veux dire, pas à travers du contrat, peut-être pas à travers des choses comme ça. Si, mais pas dans cette manière-là on n'était pas clair avec nous-mêmes et avec ce truc de DA et de machin. Moi, des fois, j'avais l'impression de faire du Armand sur machinistique ou de devoir me forcer à faire du machinistique, mais je suis Armand. Je sais pas si tu vois le truc. Okay. Et Kevin, c'était un peu la même chose pour lui. Je pense des fois, moi, j'amenais des trucs qui devaient pas trop lui plaire. Tu vois, on en a discuté un peu. Bref, il y avait plein de trucs comme ça où on s'entend bien, on arrête en bon terme. Tu vois, on s'appelle régulièrement, on se donne des nouvelles. Enfin, tout va bien. Hein. Et j'espère faire. Tu vois, j'aimerais bien faire un essai d'une bagnole là. J'aimerais bien le faire avec Kevin, tu vois. Et c'est une bête d'aventure. Moi, j'ai vraiment kiffé, partager plein de trucs, vivre plein de trucs. Le montage vidéo, j'ai appris là. La vidéo, j'y maîtrisais rien. Donc, on s'est fait aider par des copains qui nous ont dit, ouais, faudrait tel matos, tel truc, machin. Monter, c'est comme ça. Un pote qui m'a montré comment monter, me faire des presets dans DaVinci Resolve là et tout. Bon, c'est normal, tu vois. C'est l'enfer. Et donc, je passe une fin d'année 2024, début 2025, pas marrante, à réfléchir à ce que je fais. Et je me dis, en fait, je veux pas me taper de la route en caisse. Tu sais, t'es dans ton diesel le matin, le soir, à écouter les débiles sur Nostalgie là qui font des blagues pas drôles. Pourtant, j'adore la programmation Nostalgie, mais enfin bref. Ouais. Je me dis, c'est pas possible, je veux pas rentrer dans ce schéma-là. Donc je me dis, il faut que je trouve un job à côté de chez moi, machin. Donc je me dis, peut-être aller faire les 3-8 en usine. Enfin, je réfléchis vraiment Ouais, bien sûr. en Un mode truc alimentaire en fait. Tu te dis, alimentaire. voilà, un truc, Et au final, j'ai trouvé un job très cool dans une petite PME. Je fais un taf qui est sympa. Par contre, à côté, il me faut du temps libre. Les soirs, mes week-ends, je vais essayer de m'y consacrer. C'est là où le bas blesse en ce moment. C'est que je vois pas mal mes potes, j'ai l'impression de rattraper un peu ce que j'ai pas pu faire ces dernières années. Ce qui est trop bien en vrai. Hein. C'est cool aussi, parce que du coup, on prend le temps de faire autre chose. Ouais. Mais bon, il va quand même falloir que je m'active. Et j'ai relancé une chaîne YouTube perso, où là, qui s'appelle Armand, tout simplement, comme mon Instagram. Et la DA, il n'y en a pas. Genre, j'ai repris la même photo de profil que mon Insta que j'ai depuis 10 ans. Il n'y en a pas après, c'est la non, tienne en fait. C'est la mienne. Il n'y a rien de neuf, entre guillemets, c'est ça que tu veux et dire. En fait, j'ai envie de m'affranchir de... Tu sais, sur YouTube, les mecs, ils mettent des miniatures, des titres. Là, j'ai sorti mes 2 premières vidéos, il y en a une de présentation de la chaîne, une autre. J'ai 3 vidéos qui sont tournées, j'ai déjà les titres, c'est un mot, un truc, pas putaclic. En fait, je m'en fous. Ouais, c'est simple, tu fais pas ça pour le résultat, tu fais ça parce que c'est un projet plaisir. Là, en tu repars dans un truc plaisir en fait. Et c'est là où c'est trop bien. Je reboucle avec l'idée que ce truc plaisir, si les gens y adhèrent et kiffent, c'est trop bien. Parce que ça peut me permettre après d'avoir des partenaires et de faire des trucs. Ouais. Et donc de vivre des trucs un peu plus fous. Peut-être d'embarquer des gens avec moi, tu vois. Tu vois, là, du coup, bah, je suis tout seul. Demain, je suis invité, comme pour le Tour Auto, admettons, avec Kevin, on l'a été, ou les 24 heures du Mans ou quoi. Et ben là, avec Kevin, on avait 2 places, on était 2, tu vois. Là, je suis tout seul, j'ai 2 places. Emmener un abonné, emmener un bon copain, emmener des gens avec moi, tu vois. Un peu, avoir une dimension beaucoup plus humaine du truc. J'aimerais bien avoir des projets où je retape un peu la caisse des gens. Ça, je sais pas comment le faire, tu vois, mais c'est des trucs qui... J'ai ça dans ma tête. Plus parler de trucs comme je faisais sur Vago, comme sur Machinistique. Tu vois, typiquement, mes vidéos, je pense que je vais pas les monétiser. Ouais. Parce que y a d'autres grands youtubeurs qui le font, pas monétiser leurs vidéos pour pouvoir mettre les musiques qu'ils veulent. Moi, mettre de la musique libre de droit, ça me gonfle. Il n'y a pas des trucs qui me plaisent. Moi, je veux pouvoir claquer un gros slide away, un bon moment d'Oasis, et après mettre un truc hyper, un peu plus underground, un fuzz, et puis remettre un Céline Dion parce que ça me fait rire. Et tu vois, et puis amener un autre truc. On avait fait des chroniques d'atelier, on parlait de cinéma sur Machinistique, tu vois, ça c'est des idées que j'ai eues. Donc j'ai pas trop de problème à me les réapproprier. Et j'aimerais bien reparler de ça. Parce que le but du jeu finalement c'est de vivre la passion, de la kiffer. Et là l'idée d'être libre de ce que je veux faire. J'ai 2-3 marques qui me soutiennent encore et qui je suis en discussion. Donc ça c'est pas perdu. Qui sont contents de voir que j'essaie de faire des choses. Bah c'est cool. Il y a le rythme à retrouver. Ouais. J'ai pas envie de me remettre dans une mission comme le local. Même si ça t'amène quand même à bouger. Puis bah c'est de l'énergie parce que je fais quand même bien mon boulot. Enfin j'essaie de le faire au mieux où je suis payé pour ça, tu vois. Donc par respect pour mon patron, je peux pas me dire aujourd'hui je pense pas à mon boulot, je pense à ce que je veux faire ce week-end. Ça j'y arrive pas. Du coup voilà, c'est un peu compliqué de retrouver les bonnes équations. Et je suis sûr que je suis pas le seul en fait dans ce truc-là. Et il y a plein de gens qui, si on devrait parler un peu plus de faire et essayer de vivre. Tu sais quand tu m'as proposé de venir ici, je t'ai dit ok mais pour le moment j'ai rien réussi en tant que tel, et tu m'as dit bah au moins t'as fait des trucs. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, j'ai réussi à apprendre des trucs sur plein de choses finalement. C'est Niki Loda, c'est un réel qui tourne, qui a une remise de prix, il dit je voudrais remercier les losers.
Et, Ouais, qui décerne ce truc. Ouais, parce qu'on apprend absolument. beaucoup plus quand on perd que quand on gagne. Bah, c'est ça. Il y a plein de gens qu'on voit sur les réseaux, alors ils vont me dire qu'ils ils sont cassés la gueule avant et tout. En réalité, il y en a plein qui ont pété, ils n'avaient pas 18 ans. Ouais. Dans la construction d'un adulte, tu t'es peut-être cassé la gueule avant, mais t'es pas cassé la gueule trop de fois non plus, ou c'est des petits échecs que peut-être qu'ils s'en font des montagnes, je sais pas, tu vois comment... Ça serait intéressant de discuter avec quelqu'un qui a eu un projet qui a pété à 20 ans, tu vois. Déjà, je sais pas comment tu grandis. Je me dis, moi, si j'avais eu accès à un projet qui pète en termes de notoriété ou de Très trucs, tôt, ouais. toi, je me rends compte que je fais pas ça pour ça finalement. Parce que les quelques fois où je me suis fait reconnaître pour Benzine, etc., je suis presque un peu gêné qu'on vienne me voir, tu vois. Ouais. Je suis en mode, bon, bah c'est cool, je rencontre quelqu'un, on discute un peu. Là, on était au Mans, je t'en disais pour une course. Il y a un gars qui est venu, on est allé à l'apéro. Il venait juste pour me dire bonjour, mais il a bu une bière avec nous finalement, on s'est mis à discuter, tu vois, parce que moi je vois ça en mode, c'est un mec qui kiffe aussi les trucs et tout, au final on a rigolé, on regardait un peu les mêmes trucs sur YouTube, et du coup, en plus il était sympa, donc je me suis rendu compte que je faisais pas ça pour la notoriété, il y a des gens qui le font pour ça. Bon bah l'argent, si je le faisais pour l'argent, ça serait pas pour être millionnaire, bien que ça me ferait kiffer de me péter une 355, une Alpine à 1600S Ouais. et des trucs de ouf, tu vois, donc forcément ça serait cool, mais en même temps, je vois que je le fais plus pour vivre des expériences comme je l'ai vécu avec Machinistique, rencontrer des gens et ce genre de trucs, quoi. Je me dis, est-ce que si quand je l'avais 20 ans, ça avait pété, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais ce recul-là, est-ce que je serais pas devenu une sombre merde, comme il y en a plein. Et il y a des gens qui ont réussi à 20 ans et qui sont super cool, tu vois. Ouais, bien Tu sûr. te dis, donc, voilà. Donc toute la Ouais, légitimité t'as des du mecs qui truc. ont réussi, mais attention, il y a des coulisses qui justement montrent pas derrière. Mais t'as des gars qui ont pété à 20 ans, mais avant ça, ça a été genre l'enfer absolu, tu vois. Donc Ça, c'est possible. il y a de tout, c'est sûr. Mais rappelle-toi aussi, moi, c'est ce que je t'ai répondu tout de suite quand tu m'as dit, ouais, je sais pas trop. Quand tu m'as dit exactement ce que t'as cité là, que genre t'avais pas trop réussi. J'ai pas de légitimité pour moi à venir discuter de ce que j'ai fait, tu vois. Ah, alors que tu vois. Mais finalement, en parlant, je me rends compte que peut-être qu'il y a plein de gens qui osent pas se Ouais. lancer et qu'en fait, pas avoir de succès, on va dire, à ce qu'on entend du succès de base, ou tu vois, c'est pas grave en fait. Et il y a un truc que j'ai capté, c'est qu'il faut mieux être reconnu pour ce que tu fais que connu. Dans le sens, C'est vrai. vaut mieux avoir une petite quantité de personnes qui se disent putain, ce qu'il fait c'est stylé, et être en accord avec toi-même et ce que tu veux faire, que beaucoup de personnes qui te kiffent et ce que tu proposes en soi, c'est un peu la culture du vide où tu le fais parce que ben, ça te rapporte des vues et des trucs et du clic et donc bah, de l'argent derrière sûrement. Faut bien réfléchir à ça et je pense que c'est ça qui est assez intéressant. Et le fait d'être habité au final par cette passion où, comme je disais, là j'ai eu un neveu, tu vois, cette année. Ma soeur elle a eu un gamin qui est adorable. Je pensais pas kiffer, tu vois. Genre, j'étais en mode, bon, bah, avoir un gamin. Moi, j'ai hâte qu'il parle et qu'il marche. En fait, déjà petit, il est trop cool. Et là, il est passé avec, il avait 8 mois. On a fait le tour de mon atelier. Et en fait, déjà à cet âge-là, déjà, il est rentré, tu sais, il était en mode, c'est quoi cet endroit? Ça s'est vu, il a pas compris. Et trop drôle, tu vois, je le mets sur ma mobilette. Je trouvais que c'était vraiment, fallait qu'il aille sur ma mobilette. Et tout de suite, il essaie d'attraper le guidon, il comprend. Et j'ai vu, il était comme un ouf, ça l'a fait rigoler, tu sais. Je me suis dit, ah, c'est cool. Mais je me vois pas d'enfant, tu vois, pour autant. Ouais. Parce que je sais que ça va entraver des projets de vie de temps, de rencontrer des gens, de faire des Ouais. voyages, d'avoir potentiellement une caisse d'argent, Bien un sûr. argent sur pattes, quoi. C'est Et ça. finalement, Ouais, non, Euh, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, encore une une fois. passion qui habite. c'est- Après, chacun. C'est une question de moment aussi, tu vois. De Un moment, pour de- tout. Et même sans c'est parler possible. d'enfant, là où t'en es, tu vois, c'est ce que je me disais là quand je t'entends parler. En fait, tu fais un espèce de reboot hyper sain. Possible. Tu reviens un peu à l'époque où tu faisais Vago, où tu avais fait le truc vraiment pour le kiff, Ouais. avec du coup l'expérience du local, de machinistique. En fait, tous les trucs que tu ne veux plus. Et ça, franchement, ça, c'est un truc, tu vois, je me suis rendu compte assez tôt, ça, c'est un vrai truc, tu vois. C'est que des fois dans la vie, il vaut mieux savoir ce que tu ne veux pas plutôt que ce que Ouais, tu veux complètement. vraiment, en fait. Ah, tu vois. mais vraiment. Et donc là, toi, ce que tu fais, c'est un espèce de reboot avec Armand où tu vas faire un espèce de mix de ce que tu faisais, ce que tu kiffais chez Machinistique, ce que tu kiffais chez Vago, C'est ça. mais en mode pas de pression. Aucune T'as pression. un taf à côté où t'es bien, où ça se passe C'est bien, tu m'en as déjà un petit peu parlé, tu t'entends très bien en plus avec ton boss et tout. En fait, t'es sur Ouais, un c'est truc cool. sain. Ouais. Donc en fait, ce truc-là, faut le laisser cranter. C'est Puis ça. après, tu vas à nouveau, comme Après, je je disais tout à verrai. l'heure, peut-être vouloir faire de la collab, vouloir faire du machin. Et en fait, ton envie, elle va évoluer C'est ça. tellement. C'est ça. En fait, tu fais. Et c'est ça aussi que moi, je voulais dire en t'écoutant, parce que c'est un truc qui, je trouve, assez criant. Et je trouve que c'est un vrai truc activable pour quiconque nous écoute ou regarde. En fait, je trouve que de rester dans l'action quand tu kiffes quelque chose, parce que c'est ça le plus dur, tu vois. Beaucoup de gens, je pense, font pas des trucs parce que t'as un espèce de truc qui te paralyse, tu vois, à l'idée de te lancer dans un truc. On en croise plein des gens comme ça. Et c'est dur, et c'est un vrai mal. Hein, Mais pour le rien coup. que comment on fait, déjà de un, je connais personne.
Ça, il y a plein de gens, je connais personne, mais aujourd'hui, avec les réseaux, c'est facile de se connecter avec des gens, je trouve. En fait, on a une passion qui a un putain de vecteur pour faire des choses. Et pour faire plein de choses différentes. Tu peux dessiner des voitures, tu peux les conduire, tu peux les réparer. Comme je disais, tu peux rencontrer des gens avec parce que tu vas te promener. Tu peux les exposer. Tu vois, tu peux en faire de la photo, de la musique. Enfin, je sais pas, tu peux faire plein de trucs. C'est hyper large, J'en parlais cette semaine avec une copine. Quand j'étais ado, pour dire à quel point on peut faire plein de trucs avec ça. Donc j'avais ma mobilette, Raymond, et je fais de la guitare, et donc j'allais au conservatoire. Et une après-midi, il y a des intervenants qui étaient des étudiants en musique qui étaient venus, et ils nous coachaient, et donc on était 5 teams. Et le soir, on faisait un concert dans un bar du Bled, et on avait l'après-midi, donc de 13 à 17 heures, pour écrire un morceau, donc le composer, écrire les paroles, et le jouer le soir. Et on avait 15 ans. Et donc on se retrouve un batteur, deux guitaristes, pas de chanteur, et un bassiste, base. Et du coup on joue, on trouve des trucs, et donc on fait une grille 4 accords classique, tu vois. Ouais. Franchement, c'était pas trop mal. Moi j'étais le plus clète de tous, du coup je chantais, et on était en mode putain, on parle de quoi et tout, tu sais, t'es là, t'as 15 ans, t'es encore puceau, tu sais pas de quoi parler quoi. Et j'étais venu en mobilette. Et viens, on parle de Raymond. Et on a fait une chanson sur ma mobilette. Et du coup, c'était très drôle. Et pour dire, tu vois, que même la passion de la bagnole du truc, des fois, transpire dans des trucs un peu plus artistiques. Et on a besoin d'en parler. Et ça peut passer par de l'écriture, écrire des nouvelles. Je suis un gars qui fait des vidéos de Formule 1 qui s'appelle Le Circuit. Ouais. Qui est trop bien. Et elle est bien, sa chaîne. Ouais. J'ai regardé 2-3 trucs aussi. Il fait des beaux reportages, c'est bien fait. Les images sont belles, il doit y passer un temps fou. Et là, il a sorti un livre, une fiction. Sur Mezzarino, un personnage fictif qui se lance dans le sport auto, qu'il faut que je lise. Tu vois, lui, il a de critiques de F1, à mon avis, il a commencé comme ça, à s'intéresser à la F1 ancienne, faire des reportages, des saisons complètes, reporteriers, tout est trop bien fait. Là, il fait une BD, je me dis, c'est un truc de fou, un bouquin, enfin, c'est drôle, c'est trop bien. Et donc, il y a tellement de choses à faire que même si t'es chez toi, lance-toi, fais un truc, tu vois. Et aujourd'hui, avec les réseaux, c'est assez simple à faire. Faut juste trouver une DA, avoir la petite motive et let's go. Il faut une étincelle. Je prends que des... C'est terrible. Toutes mes métaphores, c'est lié à des trucs de bagnole. Je parle de trajectoire d'étincelle. Pardon. Ouais. Mais ouais, non, clairement, c'est ça. On n'a pas tous la même aisance. Mais en effet, je pense qu'il faut trouver le petit truc. Après, faut ça sert à rien que ce soit des gros trucs, tu vois. Enfin, ça peut juste être, en effet, essayer d'aller un petit peu à des événements. Alors après, il y a toutes les passions, il n'y a pas forcément ça, mais nous, on prend beaucoup depuis tout à l'heure, et de toute façon, c'est ce qu'on va se dire tout au long des différents épisodes qu'il y aura dans ce podcast. Le prétexte, là, ici, c'est beaucoup la bagnole, la voiture, parce que c'est notre passion, mais ça s'applique à beaucoup de choses, et en effet, faut pas tomber dans ce truc de beaucoup d'excuses, tu vois, comme tu disais, ouais, mais moi, machin, voir les gens aussi, se trouver toutes les excuses du monde, en fait. Mais tu vois, le montage, par exemple, genre de vidéo, on me dit qu'il faut un PC de ouf. J'ai un PC qui a 5 ans, c'est le moins cher de LDLC, je l'ai acheté à monter moi-même, tu vois, donc je l'ai monté avec un pote, il m'a revenu à 300 €. C'est une vache le truc. Lightroom lag avec, enfin, j'exagère, il est pas performant. Je monte des vidéos au-dessus, tu vois, j'ai jamais eu de problème. Tant que je fais pas des trucs trop compliqués, ça monte. C'est pas une excuse aussi le matériel, tu vois, genre les photos, ce que je te disais tout à l'heure, la photo que là, t'as une petite brochure machinistique, c'est une photo d'une M3 que j'avais pris à Wrocław à l'Ultrace. Je l'ai pris, l'objectif, c'est un Sony A7 II, le boîtier, qui est un bon boîtier mais qui commence à être vieux, tu vois, je l'ai acheté en 2020. Et dessus, l'objectif, moi je kiffe trop l'argentique, mais ça coûte trop cher, je trouve, à faire. Pellicule, et des fois, c'est pas très pratique. Quand, typiquement, machinistique, des fois, c'est du direct, tu fais tes photos, dans l'après-midi, tu les retouches, tu les postes. Ouais, tu peux pas. Donc là, c'est chiant. Par contre, j'aime bien la vibe. Et du coup, dessus, j'ai un 28 mm, mon objectif, que je l'ai acheté 3 € chez Emmaüs. Il était dans la boîte, je l'ouvre, je fais putain un maquinon. Toutes les photos sur mon Instagram sont faites avec un putain d'objectif à 3 €. Parce que j'ai jamais trop mis les sous dans un appareil photo. Parce que je vois pas l'intérêt en plus. Qu'est-ce que t'as besoin, mais il y a un mec qui dit pour filmer, il faut un truc qui filme. Hein. Oui. Il a raison. C'est vrai. Mais non, mais il y a un peu de ça. Et puis utiliser le matos, enfin même une voiture. Ça c'est un truc, mes potes ils m'appellent un peu Armand 110%. Et je pense que ces dernières années j'ai un peu poussé le curseur, c'est vrai. Et tu vois, quand les gars de benzine te le diront, quand j'essaye une caisse, j'essaye la caisse. David, je monte dans sa Z3 coupée l'autre jour. Je cherche le bouton pour enlever l'anti-patinage tout de suite, tu vois. David, il a ce truc aussi à dire, moi je me rappelle, j'ai essayé sa 205 GTI. Il m'a dit, je t'autorise à la conduire comme si tu l'avais volée. Mais voilà. Alors que je demandais rien. Moi j'ai un peu ce truc-là, et j'ai choqué des gens. Hein. J'ai déjà eu des gens qui me prêtent une caisse, et des caisses genre M3, des trucs, et je la roule un peu sale. Et ils me disent, ouais, merde, j'ai jamais conduit comme ça, moi. Je suis en mode, ah bon ?
Ouch. Elle est faite pour. Mais ok, je comprends. Donc maintenant, je fais attention, je demande l'autorisation. Il y a eu un moment, je demandais pas l'autorisation, je montais dedans et j'essayais. Après, en plus, tu te fais vite une répute de merde. Et du coup, des fois, avec les voitures des gens, je le fais pas, mais avec mes véhicules ou mon matériel, j'utilise, tu vois. Et je trouve qu'il y a un peu de ça aussi dans le truc de faire. C'est qu'il faut pas avoir peur d'abîmer, tu vois, les trucs et de les user, du moins. Et il y a un peu ce truc d'avoir du matériel. Ma Sony, là, elle est griffée de partout. Elle est abîmée, tu vois. Ouais. Je la kiffe, je la pose, je suis par terre, je veux filmer un truc qui passe, je sors ma petite DJI. Bon, la Sony, elle est posée par terre dans des graviers. Ça va juste la rayer en soi. Hein. Les internes, je la jette pas, je la pose. Non, c'est clair. Et je trouve ça cool. Et une voiture, c'est pareil, tu vois. Genre, à quoi bon avoir une E30 si c'est pour jamais la foutre en travers quand il fait humide. Essayer de la rouler fort quand il fait sec. Bah ouais, le châssis, à la fin, il est comme ça, mais c'est ça qui est bon. Et tenter des trucs qui, des fois, faire des petites sorties de piste et tout. Et ça fait une bonne métaphore sur vivre des aventures, monter des projets. Des fois, il y a des sorties de piste. Des fois, tu finis pas la course. Tes trash, tu les rates des fois. Ouais. Mais c'est pas grave parce que tu repasses. Ouais, c'est ça, tu refais un repasses au tour. même endroit, bah tu sais quoi. Finalement. Donc non, c'est trop bien. Mais ça mange un peu la vie, ouais. C'est un peu, des fois... c'est pas toujours rose, évidemment, mais après, c'est comme tout. C'est ça qui est... Mais non. C'est chaotique. C'est ça. C'est des hauts. Alors, le but après, c'est de faire en sorte que les hauts soient de plus en plus hauts et les bas de moins en moins bas. Ouais. Mais de toute façon, ça sera toujours Mais ça sera toujours ça. Et ça, quoi qu'on fasse, en fait, même dans votre vie de tous les jours, si vous êtes dans des boulots qui vous saoulent et tout, en fait, bah oui, ce qui va vous raccrocher, c'est les moments de up. Mais il y aura toujours des downs et après, bon bah voilà, c'est un truc où il y a que toi qui peux bosser en fait sur ce truc de comment tu t'en sors, comment tu rebondis. En fait, c'est rebondir le truc à chaque fois. C'est ça, clairement. Et il n'y a pas de fatalité à se tromper. Passion trampoline, quoi. Plus que... c'est ça. Il n'y a pas de fatalité, en tout cas, à se rétam, des fois, tu perds des sous, des fois, tu perds machin. Ça va, quoi. En vrai, c'est des trucs... Tant que t'as pas perdu ta life, ta santé, tu vois. Ta dignité aussi, c'est important. Ta dignité, ouais, aussi. Encore que... Ouais, moi, pour certains, je pense pas, mais... Et ça, c'est trop bien aussi dans la création de contenu, c'est toutes les opportunités que ça permet d'avoir. Bon là, c'est même pas la création de contenu, c'est juste la gentillesse de Lorenzo où je me fais cracher ma moto, il m'en prête une, tu vois. Mais tu vois, du coup, on essaie une Ferrari, on essaie des trucs. C'est pas normal d'essayer ça dans des conditions comme on les a essayées. Et ça, c'est une putain de bonne motive aussi. Vivre des trucs, sortir de chez soi, vivre des trucs. Et au moins, au pire, on aura des trucs à raconter, quoi. Tu vois, en fait. Parce que t'aurais rien fait, t'aurais pas fait tout ça, t'aurais acheté ta baraque dans le machin, et tu te serais détaché de ce truc. Non pas que t'aurais pas fait autre chose, tu vois, bien évidemment, mais tu te serais détaché de tout ça. En fait, c'est des trucs qui te seraient pas... Ou j'irais sur des événements, comme plein de gens vont sur des événements, en visiteur, ils prennent leurs 3-4 photos. Mais je trouve que ça manque de fond quand même. Mais ce qui est très cool aussi. Mais on n'est peut-être pas conditionné comme ça à le vivre. Ouais, c'est pas mon délire, quoi. Ah, j'aime bien, tu vois, quand je vais à un event ou à une course de bagnole, les 24 heures du Mans, il y a 2 ans, j'y vais. Tout le week-end, j'ai fait que des photos, pas de vidéos. Tout le week-end, j'étais à la recherche de la photo. Je voulais ma photo. Tu sais, celle où je me dis, elle, personne ne l'a, et elle est cool. J'en ai fait 2, où je suis assez content de moi, dont une, random de ouf, au petit matin, DM1 qui passe, je pleure, j'en fais une petite story, je chiale, j'ai putain le son de ce moteur et tout. Qui sonne bien, ouais. C'est parenthèse, plus beau son de 6 cylindres ever, je pense. Plus beau son de moteur ever. Ouais, ok, tu pousses le truc plus loin. Vraiment. Le son, il est beau quand la voiture arrive, tu t'entends l'admission, et tu reconnais un 6 cylindres à l'admission, tu sais, genre, elle arrive, elle passe, le son là, il est... Et si tu te mets juste avant un virage, quand il y a le lâcher, le moteur, il y a un râle, et la fréquence... Ça me le fait à chaque fois. Elle te transperce, tu sais, après ça te coupe le souffle, t'es là. Et larmes. Moi, c'est larmes. Une M1 Procar qui passe. Et mon rêve, c'est d'en conduire une parce que je pense que je chiale instant. La M1 Procar, elle me fait pleurer. Ce 6 cylindres en particulier, c'est le seul swap que je tolérerais dans une 30 si un jour j'ai les moyens de mettre un moteur, un S38 jusqu'à la à quel point il peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec la 30. Ouais. Quel conseil là tu donnerais toi comme ça si tu devais retenir un truc, si tu avais envie de dire quelque chose, tu vois, genre à des gens qui nous écoutent et qui tu vois se retrouvent un peu dans ce que tu as décrit, dans tes expériences et tout, genre qu'est-ce que tu dirais? Je pense que je suis pas très bon en conseil parce que vous voyez, j'ai fait plein de trucs qui n'ont pas forcément fonctionné. Et puis je me vois pas être comme un mec qui donne des conseils. Alors si c'est pas à quelqu'un d'autre, parce que c'est dur de faire ça, mais si c'était genre je sais pas au Armand jeune, je vois. Non, clairement de faire des trucs qui te plaisent, peu importe ce que ça soit. Si tu penses que c'est ridicule, on s'en fiche. Tu vois, comme je disais, ma mobilette quand je l'ai eue, c'était pas du tout la mode. C'était ridicule, on se foutait de ma gueule. J'y allais quand même. Je me posais pas de questions. Aujourd'hui, j'aurais plus tendance à me poser des questions. Tu vois, des fois, je me rappelle de cette innocence. Et c'est là où ça fait du bien, des fois, de garder des Madeleines de Proust aussi. Non, je dirais d'essayer de faire des trucs et de pas forcer l'idée.
Parce que finalement, c'est quand tu forces l'idée, quand tu dis je vais faire ça, pour ça, là il y a un loup. Enfin, ça commence à être pour les mauvaises raisons, un peu entre guillemets. Ouais, en fait, l'idée c'est d'envie de se libérer du temps, mais d'essayer de faire un truc qui te plaît d'abord à toi. Et après, si t'arrives à emmener des gens avec toi, aujourd'hui avec les réseaux, avec tout, bah tant mieux, parce que ça va te pousser dans ton truc. Mais ouais, sortir, rencontrer des gens, c'est le meilleur truc. Des fois, passer un week-end avec 3 potes et des bagnoles dans une région sympa de France, genre en mobilette, ou peu importe, c'est trop bien, tu vois. Et peut-être qu'il y a des gens qui t'écoutent là, qui nous écoutent, qui sont pas passionnés de voiture, mais de complètement autre chose. Faites, tu vois, les gens qui sont passionnés du Japon, allez dans des conventions, je sais pas comment ça s'appelle, des Japan Expo, des trucs en cosplay là, parce que c'est trop bien. C'était un V8 ? Non, c'était une porte. Je pense que c'était une porte, ouais. Mais j'ai eu le même doute que toi. Je suis sûr, Vous entendrez sans doute pas parce qu'il y a... Parce que t'as investi dans du bon matériel. Parce qu'il y a de la réduction, il y aura tout ça, mais nous, il s'est passé un truc là. mais ouais, non, sortir, faire des trucs et pareil, peu importe la caisse que t'as. L'autre jour, on était, je sais plus où, avec des potes, et il y avait 3 caisses garées, une 106 rallye, genre de PTS blanche, une Ford Escort Cosworth et une M3 Touring CS. Et les 3 étaient garés sur un parking random. Et on se dit putain, trop cool et tout. Et en final, on avait Dieu que pour la 106. C'est là où on a passé le plus de temps. Ouais. Alors que bon, la M3 CS c'est exceptionnel, la Cosworth c'est très cool. Et tu vois, c'était la caisse la moins chère du lot et tout qui nous faisait le plus d'effet. Et un peu ce truc là aussi, aujourd'hui, les gens sont en mode. C'est un truc qu'il y a toujours eu hein, dans l'automobile d'ailleurs. La grosse caisse et tout. Ouais, le concours un peu de la. De la grosse quéquette, tu ouais, sais, qui ressemble à rien. Parce qu'en fait, une Fiat. Sporting, une Cinquecento, là, les jaunes, là, ça tue, ça coûte 4000 balles. Ouais. Une Clio S, 80 chevaux, tu lui mets des jantes et tout, ça devient une tuerie. Il y a plein de caisses cool. Et donc le conseil, ça serait ça, c'est faire avec ce que t'as, faire des trucs, sortir, rencontrer des gens, et ouais, se faire kiffer, quoi. Et ça peut être juste... peu importe si ça marche, si ça marche pas. Interagir, je pense aussi. Je réfléchis pendant qu'on parle, là, tu vois. On parle d'Insta, on parle des plateformes, on parle de trucs. Parce que c'est ça qui nous passionne aussi. N'hésitez pas à dégainer sur la touche, écrire un message, en fait. Ah non, mais... Nous, c'est parti comme ça. Hein. Mais oui, on s'écrit. Moi, quelqu'un que j'aime bien, je vois qu'il y a une vibe. Tu sais, au début, tu t'abonnes, tu vois le taf, tu dis, oh, c'est cool. Après, tu vois 2-3 stories qui passent. Ouais. Tu vis que le mec, il s'exprime. Tu réagis une fois, 2 fois. Puis après, un moment, ah tiens, mais t'es là. Mais oui. Puis un jour, bah tiens, on se capte. Puis un jour, machin. Carrément. Et en fait, c'est ça qui est hyper fort. Et c'est ça le vrai point positif. Et c'est comme ça que tu te mets à faire des trucs cool à la fin. Vago, c'était ça. Et on a vécu des trucs avec Vago très cool. Le local, ben, ça a lancé Machinistique derrière. J'ai rencontré des gens avec qui je m'entends super bien aujourd'hui parce que j'ai fait leur bagnole. Je vois qu'ils partent en vacances et tout avec, tu vois. Je suis en mode, c'est trop bien, ça fait trop plaisir, cool. C'est clair. Machinistique, pareil, on a découvert des gens, on a commencé à bosser avec des marques, donc tu te fais des contacts, des gens qui travaillent pour des marques, donc des tafs salariés hein, pourtant, mais qui sont très passionnés, très à fond dedans, qui sont très très cool. Tu commences benzine, un peu de notoriété, rapidos, tu vois, mais tu rencontres des gens, tu te dis ah c'est cool aussi. Et tout ça, c'est des petits bouts de trucs qui se font petit par petit. Il y a des gens pour qui ça va être rapide parce qu'ils ont trouvé le bon concept, tout le truc. Parce qu'ils ont l'aisance aussi, on n'a pas tous la même personnalité, c'est sûr, mais faut réussir à se faire un peu violence peut-être, ça vaut le coup. Hein, ouais, des fois, faut en chier un peu, mais ouais, c'est cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Écoute, Armand, j'étais ravi de faire ça avec toi. Merci. Premier épisode. Merci de m'avoir invité. Vraiment, c'était très cool. J'espère que ça vous a plu. Ouais, pareil. J'espère pas trop tunnel. Non, mais c'est bien. De toute façon, comme on disait, le but c'est que ce soit la conversation la plus spontanée possible. Bon bah c'est visible. Ce sera en audio, en vidéo évidemment pour ceux qui nous regardent déjà. Ouais, let's go, on continue. On se voit vite tous les deux. Je pense qu'on va se boire une bière ou un truc déjà. Je pense qu'on va se faire un petit. Et nous on se voit peut-être vite aussi. Ouais, parce que je suis à sec. Et nous on se voit vite. Peut-être sur mon YouTube déjà. Ouais. Et puis dans la vraie vie, IRL, comme disent les geeks sur Dofus. Exact, on a hâte de voir la suite de ta chaîne en tout cas. Moi le premier, honnêtement. Merci. Gros supporter, je suis sûr que tu vas nous faire un truc vraiment canon qui te ressemble. Et puis bon vent, bonne continuation. Merci. Je vous serre la main très cher. Oh bah oui. Je vous fais une petite bise. Mieux qu'un check. Allez. Très cool. Allez, merci à vous, à bientôt. Ciao. Faites du tuning. Faites du tuning.